Hotep, Shalom, Salam. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que la précision chirurgicale dans les mots d'Aude Goussard ou que l'obésité financière dans le compte en banque des Hayat. Bienvenue dans la librairie africaine. Votre émission qui, pour celles et ceux qui la découvrent, est bien plus qu'une table ronde et bien plus qu'un arbre à palabres. Il s'agit d'une mission qui a conscience d'un impératif. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient, mais il faut également savoir où l'on est. Et pour savoir d'où l'on vient et où l'on est, la transmission orale peut être utile, néanmoins elle ne suffit pas. Il faut avoir recours à la lecture, à la transmission exacte, à la rigueur, à la concentration. C'est le meilleur moyen pour se dépasser et pour aller vers un avenir serein, certain et épanouissant. Et c'est fort de cette conviction, vécue individuellement, vécue collectivement, observée à l'échelle de l'histoire, que nous nous inscrivons et que nous réveillons en vous ce désir d'aller à la conquête de votre destin par la lecture. Notre mot d'ordre reste le même: lisons pour devenir ou mourons. Et aujourd'hui, nous allons aborder une thématique à la fois chargée en émotions et en même temps très sensible sur le terrain politique. Je vais planter le décor avant de vous introduire les différents protagonistes qui vont mener avec moi cet échange de haut vol qui se voudra très instructif. Le 14 décembre 1773, l'histoire européenne est marquée par un fait aux États-Unis, qui ne s'appelle pas encore les États-Unis. Des individus se lèvent face à une injustice qu'ils subissaient et décident de jeter des denrées, notamment du thé, à la mer, afin de dénoncer ce qu'ils considéraient comme une oppression fiscale. Ils étaient asphyxiés sur le terrain économique. Cet acte marque le point de départ de la révolution que l'on appelle aujourd'hui l'indépendance américaine. Cette notion d'indépendance, accourue dans l'histoire, a ensuite été récupérée dans différentes bourgades et plus récemment à l'île de la Barbade. Sauf que elle ne s'est pas traduite de la même façon. D'un côté, elle s'est payée au prix du sang, des cadavres, des cris, des boulets de canon, et de l'autre, elle s'est payée au prix d'une poignée de main, de la diplomatie, des sourires. Et au milieu de tout ça, au milieu de cette dualité, une question s'est dressée depuis déjà de nombreuses décennies. Elle est enterrée souvent et elle ressurgit. Et là, elle est au cœur de la conscience afro, à commencer par la conscience afro-caribéenne. L'indépendance des Antilles françaises, Guadeloupe et Martinique. Sur fond de vie chère, la crise de la vie chère. C'est ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui en présence d'indépendantistes, ce qui n'est pas si commun que cela, si courant que cela à travers les médias. Et pour mener cette conversation, j'ai l'honneur d'être accompagné de Leslie. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, sois la bienvenue. Olatunde, sois la bienvenue. Merci de m'accueillir à la librairie africaine. Merci à toi de ta présence. Le frère Franz. Bonjour, merci à vous de m'accueillir. Et enfin, le frère Mbeko. Merci. Que le spectacle commence. Le spectacle commence. Alors, en parlant de spectacle, en effet, on a assisté, en tout cas nous qui vivons en France métropolitaine, uniquement à travers nos écrans, à la souffrance et à la dure réalité que certains ont voulu tourner en spectacle, qui s'abat et qui ne date pas d'hier, sur les Antilles et que l'on appelle, vous savez, le combat de la vie chère. Première question, comment avez-vous vécu l'incarcération du R, de Rodrigue Petitot, qui incarnait la figure du mouvement? Comment l'avez-vous vécu? Je me permets de prendre la parole. Révélateur d'un système dont on va pouvoir parler, mais encore une fois n'est pas coutume, le R a été victime
du coup de la répression politique. Il a été érigé comme du coup un prisonnier de guerre, un prisonnier politique, et c'est comme ça que je le prends, parce que le R, pour le rappeler, il est le leader aujourd'hui d'un mouvement qui se veut populaire, pas forcément unanime. Le RPRAC. Le RPRAC, le RPRAC, il peut être contesté, il peut être rediscuté, tout le monde ne peut ne pas être d'accord, mais aujourd'hui il rassemble. Aujourd'hui c'est le mouvement qui rassemble la jeunesse beaucoup, la jeunesse qui a été beaucoup reléguée, qui ne s'est pas forcément tout le temps senti concernée dans les mouvements populaires où c'était plus les anciens. Mais là aujourd'hui c'est le RPRAC, c'est le R, et donc du coup c'est sur cette figure que le système néocolonial français s'est abattu, et c'est dans ce contexte-là qu'il a été incarcéré, mais libéré, donc voilà. Très bien. Est-ce que tu pourrais préciser ta carte entre guillemets d'identité? Oui, parce que je me suis pas présenté. Alors Olatunde, donc j'ai 29 ans aujourd'hui, je suis membre de la Ligue panafricaine Umoja, qui est une organisation panafricaniste internationale et qui a, du coup, en tant que mouvement et organisation panafricaniste, a pour objectif de libérer donc le continent africain ainsi que sa diaspora. Je suis également président d'une jeune association qui travaille sur le sujet de la théologie de la libération noire. Et en tant que d'origine afro-caribéenne, donc moi je me dis africain de la Caraïbe, africain de Guadeloupe et de Martinique, d'un père guadeloupéen et d'une mère martiniquaise. Et je suis également investi dans différentes organisations culturelles du coup antillaises, à savoir le Goka. Je suis boularien dans le Goka, et également joueur de tambour-chant dans un groupe Hamas ici en Île-de-France. Donc voilà, pas mal de casquettes. Et donc par rapport à la thématique d'aujourd'hui, oui, clairement indépendantiste, puisque depuis combien de temps? Bon, on va dire que mon identité indépendantiste est intégrée à mon identité, ou en tout cas à mon idéologie panafricaniste. C'est indissociable. Pour moi, en tout cas à mon niveau, et là je parle pour moi, je ne peux dissocier mon investissement et mes aspirations panafricanistes de mes aspirations indépendantistes au niveau local dans la Caraïbe. Et donc moi je suis membre de la Ligue depuis 2023, exactement, ouais, depuis voilà. Mais effectivement mon éveil de conscience, je peux la dater depuis quelques années avant, donc depuis une dizaine d'années maintenant, okay. Depuis 2018, donc un peu moins de 10 ans, quoi. Est-ce qu'il y a eu un point de bascule, un déclic? Oui, il y a eu plusieurs points de bascule. Il y a eu un premier point de bascule qui a justifié ma prise de conscience, et un deuxième point de bascule qui a justifié mon adhésion à la Ligue. Donc moi, l'affaire George Floyd, du coup, qui date de 2020 justement, a été un élément déclencheur. Là où avant George Floyd, j'étais un peu réticent, notamment par rapport à la religion, peut-être qu'on va pouvoir aborder, mais effectivement j'hésitais, est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que je devais m'investir? Et aujourd'hui, clairement oui, c'est mon ordre de mission, c'est ma destinée. Et George Floyd a été un élément déclencheur. Je me suis dit non, c'est pas possible que je reste les bras croisés face à cette atrocité, face à la situation dans laquelle ma famille, puisque l'Afrique c'est le continent de mer, c'est donc ma famille se trouve, mon peuple se trouve, donc voilà, donc George Floyd. Et puis ensuite de rencontre en rencontre, d'ouvrage en ouvrage, j'ai pu me renseigner sur le panafricanisme et rejoindre la Ligue. Très bien. Avant de céder la parole à Leslie, je t'avoue que dans mon esprit, c'est pas totalement clair le lien direct entre le meurtre de George Floyd et ta volonté indépendantiste aux Antilles. Oui, c'est vrai que c'est un cheminement. George Floyd a déclenché en moi une révolte. Et du coup, effectivement, qui s'est achevé par aujourd'hui le fait que je sois là pour parler d'indépendance. Mais effectivement, George Floyd, donc c'est pour rappel, c'est l'assassinat brutal et cruel d'un homme noir démuni et vulnérable par un représentant des forces de l'ordre ou des forces du désordre aux États-Unis d'Amérique. Et donc, à travers George Floyd se pose la question noire, okay. La question du racisme.
Et donc, avec le racisme, il y a la question antiraciste. Si on va plus loin, effectivement, j'atterris dans la mouvance décoloniale. Et puis, de fil en aiguille, au panafricanisme et à l'indépendantisme. Donc, pour moi, c'est une suite logique. Ok. Donc, ouais. Très bien, je te remercie. Écoutez, je m'appelle Leslie Bindika. Je fais partie d'un think tank qui essaie de résoudre les problématiques qui concernent l'Afrique et sa diaspora. On a notamment un projet qui s'appelle Mambukizi, qui est de fonder une école pour pouvoir en fait travailler sur l'éducation dans un paradigme africain pour la jeunesse africaine entre autres. Et par ailleurs, je suis aussi artiste et j'ai beaucoup évolué dans le milieu, on va dire, panafricain, par mes lectures propres, mais aussi par à la participation de conférences. J'ai aussi travaillé dans une librairie assez connue, panafricaine, à Paris. Du nom de Taméry. Taméry. Donc j'ai eu l'occasion d'organiser pas mal de conférences et de rencontrer des auteurs. Donc ça m'a permis d'approfondir un petit peu mes connaissances par rapport à la thématique. J'ai aussi fait partie de la première promotion de l'école politique africaine qui a été ouverte en 2018. Donc j'ai pu... en fait, ce que je voulais, c'est vraiment avoir une certaine méthodologie de la pensée et de l'idéologie, on va dire, panafricaine, mais en règle générale de l'histoire de la politique africaine. Et donc ça m'a permis d'élargir mes connaissances, mais aussi d'avoir une certaine vision un peu plus claire et de savoir un peu plus quel chemin suivre. Leslie, quel regard portes-tu sur l'incarcération du R? Pour moi, c'est une mesure d'étouffement, comme la plupart du temps. C'est l'histoire qui se répète encore et encore. Et pour moi, il sera intéressant de trouver une stratégie, une méthodologie pour pouvoir réellement sortir de ce genre de démonstration et aller droit au but, c'est-à-dire l'indépendance réelle. Ok, merci. Simple et efficace. Donc, Franck Junior, je suis fondateur avec Nzeko Tabula de Black Mind et de la plateforme Max Mara. On fait tout ce qui est photo, vidéo, événementiel. Donc, concernant le R, quand on voit des personnes qui se battent et qui sont enfermées par une puissance qu'on peut appeler coloniale, puisque les Antilles sont considérées comme étant des Antilles francophones, c'est pas seulement des luttes qui se font de manière un peu chimérique, on croit qu'un peu c'est une île un peu... mais non, ils font ça de temps en temps, tous les 5 ans, tous les 10 ans, ils se révoltent. Non, quand on vous emprisonne, quand on vous empêche de pouvoir mettre des actions en place, etc., on voit qu'il y a vraiment une volonté de vous arrêter, en fait, de vous stopper. Et ça renforce aussi, ça crédibilise votre combat, qu'on le veuille ou non. Voilà, donc j'espère qu'ils se portent bien, j'espère qu'ils vont encore s'organiser, parce qu'il faut s'organiser, il faut se structurer. Quand tu dis ça renforce, quelque part, c'est ça renforce un mal pour un bien? Un mal pour un bien, oui, on peut dire ça, parce qu'il y a beaucoup de leaders. Les vrais leaders qui se battent réellement, en vrai, très souvent, ils sont emprisonnés. Peu importe la couleur de peau, d'ailleurs. Ceux qui se battent réellement, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, ils sont emprisonnés. Par le pouvoir en place. Oui, par le pouvoir en place, c'est une manière de les faire disparaître de la circulation physiquement et en liberté. C'est une manière aussi de les empêcher de pouvoir s'exprimer. Mais problème, l'avantage / inconvénient, c'est que ça fédère les gens autour de la personne. Ils se disent, si elle est emprisonnée, c'est que vraiment elle se bat en fait. Parce que là, quand vous privez de votre liberté, c'est vraiment qu'il y a quelque chose en fait. C'est que vous vraiment vous dérangez en fait pour l'État. Là, en l'occurrence, on parle de l'État français, c'est vraiment vous dérangez quand on vous emprisonne. C'est que, voilà. Et ça permet de faire grandir votre influence aussi. Et je vois qu'il touche beaucoup plus les jeunes. Et ça permet de mobiliser aussi les jeunes. Ok, très bien. Je te remercie. Ton sentiment sur l'arrestation d'hier? Une injustice et le fait que l'État français, le système colonial, maintienne la pression sur les Antilles, maintienne la pression sur la Kanaki et tous ces territoires d'outre-mer qui sont des colonies, appelons un chat, c'est la volonté de mater la répression, de mater la rébellion, de réprimer les femmes et les hommes qui vont oser se rebeller pour vouloir vivre dignement, ne plus être dans la mendicité, mais dans la volonté de puissance. C'est dans la continuité de l'histoire de France. Hein. Il y a un nouveau. Okay. Et que répondez-vous
à celles et ceux qui ont reproché au R de s'être introduit, même s'il y a plus ou moins été autorisé, mais de s'être introduit dans la... Parce que c'est le point de départ, je crois, de l'incarcération. C'est qu'il se serait introduit de force dans la maison du préfet, de la tension aurait émergé. Ah, c'est un prétexte, ça. Que reprochez-vous à ceux qui lui adressent ce reproche et à ceux qui aussi associent à ce reproche un deuxième reproche qui est plus d'ordre symbolique, compte tenu de son passé, et en gros, qui lui reproche de ne pas être suffisamment clean pour porter noblement un projet compte tenu de son passé carcéral. Mais ça n'a pas de sens. C'est comme à l'époque... Vous l'avez entendu ce reproche ou je suis tout seul à l'avoir entendu? Non, bien sûr, ouais. Ouais, mais... Après, je pense que les femmes et les hommes qui font ces reproches-là, c'est des femmes et des hommes qui ne veulent pas se libérer. Donc, j'aime pas, c'est intéressant de parler de ces gens, tu vois. Alors, je prends, pour aller plus loin dans la question, pour peut-être vous y perceviez l'intérêt, si on prend les États-Unis, le mouvement des droits civiques, Rosa Parks, il y a eu une première Rosa Parks, Claudel Colvin, qui, quelques mois, je crois que c'est 8 mois ou 7 mois avant Rosa Parks, avait agi de la même manière, elle ne s'était pas levée. Sauf que son mouvement, très vite, l'ont écarté du fait qu'elle ne présentait pas, entre guillemets, tous les codes qui lui auraient permis d'apparaître réellement comme une martyre. Et ensuite, ils ont privilégié Rosa Parks, qui était à peu près son mentor. Donc, quelque part, ça peut inspirer et ça rend au moins audible cette critique. Je ne dis pas ça la valide, mais au moins ça rend audible. Quand on est une minorité et qu'on combat une majorité, en tout cas un pouvoir en place, il y a des éléments symboliques que l'on ne peut pas négliger. C'est une question. Ouais, mais si tu veux, elles émanent de qui ces critiques? Si on est factuel. Parce que moi, en fonction de qui va produire une réflexion, je réponds ou je réponds pas. Okay. Donc ces critiques, elles émanent de qui? Donc, la critique en elle-même, tu ne peux pas l'analyser comme elle est. Ben non. Sur le terrain rationnel, non. Ça se tient, ça ne se tient pas. Ben non, parce que ça voudrait dire que toutes les paroles se valent. Non, pas toutes les paroles, tous les raisonnements. Mais tous les raisonnements ne se valent pas. Je te donne un exemple. Tu vois, demain, toi, tu vas te balader dans la rue et tu rencontres un rabbin qui te dit un certain nombre de choses sur le judaïsme. Et tu échanges avec lui pendant 2 heures. Ces mêmes propos, ils peuvent être tenus par un ivrogne que potentiellement tu l'écouteras pas. C'est toujours, c'est pas le propos, c'est qui les tient. Je suis pas sûr, franchement. Ok. Non, je te Non, mais d'accord. Parce que tu as pris, pour le coup, là, le mauvais exemple, dans le sens où dans le judaïsme, précisément, on demande d'écouter les mots en tant que tel et le raisonnement qui va avec. Mais tu n'accordes pas du crédit à n'importe qui. Mais si, justement, quand la rationalité est au rendez-vous, que ce soit le dernier des SDF ou le premier des rabbins, tu écoutes d'abord le contenu et l'articulation derrière. C'est pour ça que je pose la question sur... en plus, vous avez entendu plus ou moins ce reproche. Est-ce que pour vous, ça a évacué? On passe à une autre question, ou c'est une question qui mérite d'être analysée? Non, je pense que c'est une bonne question. On peut s'y arrêter. Je rejoins Maître Mbeko. Effectivement, toutes les paroles ne se valent pas. Et c'est vrai que l'exemple que tu as pris de Colette et de Rosa Parks est assez éloquent. Effectivement, on aurait toujours souhaité avoir un leader plus charismatique, plus éloquent, plus ceci, plus parfait. Mais la réalité est telle qu'elle est. Et au contraire, c'est bien d'avoir aussi un leader qui nous ressemble. Ouais. Et ça, je pense que c'est le plus important. De un leader qui nous ressemble, et de deux, quelqu'un qui ne fasse pas Messie. Parce que dans la communauté, on a tendance à toujours vouloir que le retour du Messie, qu'un Messie vienne nous sauver, qui sort de je ne sais d'où, et qui vienne nous apporter la solution. Et que nous, on reste les bras croisés à rien faire. Et c'est pas du tout comme ça que ça marche. Au contraire, on a vu que les messies, effectivement, on les incarcère, on les assassine, on les neutralise assez facilement. Alors que le R, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, pour l'avoir rencontré et discuté avec lui de manière physique et vraiment et intime, c'est quelqu'un à qui on peut clairement s'identifier. Et c'est pour ça qu'il parle à la jeunesse. Je pense que Rosa Parks aujourd'hui, à part vraiment les vrais panafricains ou les vrais amoureux de la lutte, aujourd'hui elle ne parle plus à personne. Entre guillemets. Mais en tout cas, elle parlerait moins à la jeunesse
que clairement quelqu'un comme le R qui est tel qu'il est, qui ne se prend pas pour quelqu'un d'autre qu'il n'est pas, qui se présente, voilà, et il n'a jamais caché qui il était, et il parle de manière éloquente à la jeunesse avec un langage que la jeunesse comprend. Et ça, je pense qu'au niveau politique, c'est extrêmement, c'est ce qui fait la force de ce mouvement en réalité. Il arrive à toucher la base. Il arrive à toucher la base avec qui il est. Il n'est pas quelqu'un qui, voilà, encore une fois, qui se prend pour qui il n'est pas. On peut s'identifier à lui avec ses qualités et ses défauts. Et puis voilà, ça rompt avec. Il le tourne à son avantage et ça peut être un avantage. Je pense que, et c'est là tout le génie de la politique, c'est de faire peut-être un inconvénient, un avantage. Et clairement, je rejoins Maître Mbeko qui dit que finalement, ceux qui tiennent ce genre de propos et qui mettent le doigt spécifiquement dessus, c'est des necks de maison. C'est des gens voilà, qui souvent ils sont sur leur canapé, ils sont sur les réseaux sociaux et c'est pas des gens qui seraient capables de faire 1 seul % de ce que Rodrigue Petitot fait sur le terrain en réalité. Merci. Donc, réponse, vous la partagez? Oui, moi je voulais dire qu'il avait le mérite de mettre en place des actions fortes. Et donc ça peut être marquant pour beaucoup. Et ce besoin de respectabilité de certaines personnes est bien dommage et dommageable parce que finalement ça ne nous mène nulle part. Donc il faut bien des personnes qui, même si elles n'entrent pas dans le cadre, puissent montrer la voie à suivre. Très bien, je vous remercie. Oui, c'est vrai qu'avoir des personnes qui sont exemplaires au niveau du casier judiciaire, etc., dans ce genre de lutte, alors après tout dépend des crimes, il y en a d'autres qui sont plus, on va dire, horribles que d'autres au niveau des mœurs et de l'opinion publique. Mais Malcolm X avait déjà un casier judiciaire et pourtant on voit qu'il a fait pas mal de choses pour les Afro-Américains aux États-Unis. Je veux en venir, bien sûr. C'était un dealer, c'était un escroc. Malcolm X. Une fois qu'il a changé sa vie, l'islam, etc., et qu'il a décidé de combattre pour ses semblables, on voit où est-ce que ça a mené pour les Afro-Américains aux États-Unis. Mais donc, on parle des personnes exemplaires au niveau du casier judiciaire, exemplaires au niveau de la scolarité, c'est pas celle qui accomplissent le plus de choses forcément pour leur communauté. Ok, merci pour cette réponse franche, au moins là-dessus. C'est souvent, je l'ai vu, cette remarque émanant pas simplement des perdus, des gens en frustration sociale. Et je l'ai également vu émanant de personnes bénéficiant d'une certaine situation sociale, que ce soit des entrepreneurs à succès ou des universitaires. Mais moi, je partage à peu près votre regard. Mais c'est des gens qui ne veulent pas renverser la table. C'est pas parce que c'est des gens qui sont issus du monde universitaire qui veulent réellement renverser la table. Tu as plein de gens qui sont issus du monde universitaire qui sont contents de ce qui se passe. En situation coloniale, ils y trouvent leur intérêt, ils ont des avantages en nature, ils sont reconnus par la République, ils ont un emploi qui est bien rémunéré. Pourquoi tu veux qu'ils changent les choses? Donc ils vont chercher des prétextes chez les autres en disant que... Ça fait référence à mon introduction, c'est que tu peux vouloir changer les choses sans renverser la table. La Barbade n'a pas renversé la table. Non mais la Barbade elle est indépendante. C'est ce que j'ai dit, ils ont obtenu leur indépendance. Ils ne l'ont pas arraché au sang, au prix du sang. Mais pour moi, peu importe le moyen, du moment que tu es indépendant, c'est ça l'objectif. C'est ce que je dis, c'est pour ça que certains estiment que tu peux atteindre cette indépendance sans passer par la brutalisation ou la radicalisation. Mais bien sûr. Oui, mais tu disais par rapport au R, est-ce que son profil dérange certains? Non, j'ai dit que son profil, aux yeux des institutions, des dominants, des décideurs, n'est pas légitime, en gros, pour parler et pour peser positivement. Ah oui, il y a cette question-là. En gros, c'est ceux qui décident, c'est l'aristocratie du savoir, des lettres, on le sait. Mais il faut rien. Mais c'est qui quand tu dis n'est pas légitime aux yeux de qui? Aux yeux des dominants, du pouvoir en place. Oui, mais le pouvoir en place, que le R, en fait, que le R soit légitime ou non, que le type ait un casier judiciaire ou non, ils veulent pas leur mettre en cause le système. Moi, ce que je dis, ça c'est une affirmation, je l'entends. Ce que je dis, c'est que ce qu'on observe dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des combats de minorités ou de groupes visant à atteindre une indépendance ou une respectabilité, c'est que quasi systématiquement, j'ai pris l'exemple de George Washington, je prends l'exemple de la Révolution française, je prends l'exemple de la Révolution à Cuba, je prends l'exemple du panafricanisme avec Nkrumah, c'est qu'à chaque fois, les leaders ont, entre guillemets, montré patte blanche, sur un mauvais jeu de mots, sur le terrain académique pour qu'ils soient vus sur un pied d'égalité. En somme, c'est tu es mon égal, bon, j'entends tes revendications.
Ça a toujours été comme ça. Vous le vouliez ou non. Oui, ça c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut rester dans ce schéma-là. J'ai pas dit qu'il faut. Parce que le problème avec les universitaires. Je donneur de leçons, je dis pas il faut faire non, c'est vrai ce que tu dis. Historiquement, c'est vrai. Mais le problème avec les gens que j'ai remarqué qui ont fait des très longues études, au début, ils sont très, on va dire, qu'on appelle ça, très révolutionnaires. Ils veulent changer les choses. Et puis à force, on obtient une licence. Après un master. Après un doctorat. Après, on obtient un bon boulot. Donc, on va gagner 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois l'équivalent du SMIC. Ou sinon, on atteint les hautes fonctions publiques via l'ENA, via Sciences Politiques, etc. C'est pas bien compris. Non, j'ai bien compris ce que tu as dit. Ho Chi Minh, c'est un révolutionnaire ou pas? Oui. Diplômé de la Sorbonne. Cheikh Anta Diop, c'est un révolutionnaire ou pas? Oui. Doctorant de la Sorbonne. Fidel Castro, c'est un révolutionnaire ou pas? Pareil, diplômé. Non, mais Herman, le problème avec toi, c'est que tu ramènes tout au diplôme dans le sens où, parce qu'il a fait la Sorbonne, ça veut dire que. Non, c'est pas comme ça. C'est pas si on parle du cas, par exemple, des Antilles. Mais si on parle du cas des Antilles, parce que si tu ramènes l'étude des diplômes et des livres à chaque fois, pour des questions par rapport à l'indépendance, il y a beaucoup d'élites antillaises en France. Pourquoi ils se mettent pas en avant pour la lutte pour l'indépendance, par exemple? Ça, c'est une question. Merci. Il y en a plein, il y a beaucoup d'Antillais qui ont fait des grandes écoles. Est-ce que j'ai dit que les Antillais n'avaient pas fait de grandes écoles? Non, j'ai pas dit ça. Ok, c'est ça que j'ai dit. Mais il y en a beaucoup qui ont fait des grandes écoles, qui ont fait l'ENA, Sciences Po, qui ont fait HEC, etc. Il y a même un Antillais qui est milliardaire en France. J'ai oublié son nom, Thierry quelque chose, j'ai oublié le nom, monsieur. Pourquoi ces gens-là ne se mettent pas en avant si on va sur son discours par rapport aux diplômes, aux grandes écoles, quand c'est qu'ils ne se mettent pas en avant? C'est toujours les personnes qui n'ont pas fait forcément ces parcours-là qui, elles, sont prêtes à renverser la table. Mais c'est quand tu es trop bien assis, tu n'as pas envie de te lever en vrai. Les gens que je t'ai donnés, ils étaient assis, ils se sont levés. Oui, mais ça c'est... Oui, d'accord, tu sors des exemples historiques, c'est vrai ce que tu dis. D'accord, ok. Mais ça ne veut pas dire pas forcément parce que tu as ces diplômes-là que tu vas forcément vouloir renverser la table. Et ça peut aller dans le sens contraire aussi. Là, on est d'accord. Tu peux aller dans le sens C'est une contraire aussi. condition peut-être nécessaire, mais pas toujours suffisante. Là, je te rejoins. Mais on ferme la parenthèse. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que les diplômes et sans les diplômes, on ne peut pas vouloir changer la table. Je dis simplement qu'en termes de légitimité et de rapport de force, soit en face, entre guillemets, tu le forces, soit tu le pousses à accepter. Ce que je dis, si tu veux le forcer, c'est par la force physique, militaire, mais si tu n'as pas cette force militaire, il faut le convaincre par la force diplomatique. C'est tout ce que je dis. Bon. C'est la force politique, c'est la légitimation du peuple, finalement, qui est censée prévaloir et qui prévaut. Que le dominant, que la France le veuille ou non, aujourd'hui c'est le R, et elle n'a pas d'autre alternative. Ok, très bien. Parce que ce serait une erreur que d'accepter justement que quelqu'un d'autre décidé par le dominant soit catapulté et soit substitut du R, par exemple. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, parce que c'est déjà arrivé, il n'y a pas d'exemple en tête, mais clairement le préfet, typiquement de Martinique, on peut très bien imaginer que décider, je ne vais pas parler au R, je connais un tel avec qui je peux bien m'entendre et c'est avec lui que je vais discuter. Or, le peuple ne va jamais l'accepter parce que le peuple a déjà légitimé le R et clairement la voix du peuple, on peut le dire, en tout cas la voix des militants contre la vie chère est portée par le R. Donc c'est la voix du peuple. Dans le prolongement de ton propos, que l'élite locale antillaise, les Serge, les Simi et consorts, sont en rupture, ou du moins que le peuple est en rupture à l'endroit de cette élite locale. Alors rupture, c'est peut-être un grand mot, mais comme disait Maître Meko, appelons un chat, je pense que oui, il y a une certaine rupture. Okay. Il y a une certaine rupture. Il y a un certain déphasage que l'on constate, ouais. Et qui rejoint ce que France disait, pourquoi l'establishment antillais n'est pas capable d'embrasser la lutte. Donc c'est une vraie question. Et vous avez un début de réponse à cette question? Ça s'explique par plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Tu as déjà des résignés, c'est-à-dire que tu as plein d'intellectuels, tu as plein d'élites, hommes et femmes confondus, qui sont résignés, qui pensent que les Antilles ne peuvent pas vivre sans la France, et qui pensent sincèrement que l'homme noir ne peut pas vivre sans l'homme blanc, que l'homme noir a besoin d'une tutelle. Donc ça, c'est une résignation. Après, elle est consciente ou inconsciente, mais elle est là. Et quand complexe d'infériorité raciale. Il en parle dans le discours sur le colonialisme Aimé Césaire, le larbinisme. On leur a appris le larbinisme, la soumission, et le fait d'accepter qu'ils sont vus comme inférieurs et ça leur va, tu vois. Donc tu as beaucoup de femmes et d'hommes de l'élite antillaise qui ont accepté cette réalité. Après, il y a aussi une dispersion
C'est-à-dire que tu as l'élite antillaise qui est un peu partout, qui est un peu dispersée. Tu en as qui sont aux États-Unis, tu en as qui sont en France, tu en as qui sont au Canada. Donc du coup, cette dispersion ne facilite pas l'union, ne facilite pas un passage à l'acte. Et après, tu as aussi ce phénomène de on verra plus tard. C'est-à-dire que tu as des gens qui ne sont pas forcément résignés, mais qui ont tendance à procrastiner, à remettre à demain, à plus tard, les luttes qu'ils peuvent orchestrer dès aujourd'hui. Et moi qui ai vécu pendant 6 mois en Martinique, pour avoir échangé avec beaucoup de frères et sœurs sur place, tu as beaucoup de gens qui sont conscients, mais qui estiment que les luttes du quotidien ne sont pas nécessaires. Et je me donne des exemples très simples, tu vois. Quand tu choisis de consommer des produits qui ne sont pas des produits issus de l'île, mais tu achètes des produits qui viennent de l'extérieur, et que tu n'as pas mangé pays, tu n'as pas mangé des produits locaux, bah, avec ton pouvoir d'achat, tu entretiens cette domination des béquets sur la population locale. Donc en étant dans une logique un peu consciente, mais pas militante et pas engagée, tu as beau avoir un esprit ouvert, vu que tu refuses avec ta carte bancaire, avec ton argent, de défendre les intérêts des paysans locaux, des producteurs locaux, bah, tu entretiens la machine qui te broie. Tu donnes raison. Tu donnes raison. Et beaucoup n'ont pas encore cette démarche au niveau de la consommation, au niveau du quotidien, sur le poids de leurs décisions. Okay. C'est pour ça que je te dis que c'est des personnes qui sont conscientes, mais pas militantes et pas engagées. Okay. Mais elles ne sont pas résignées. Et le poids, pour rebondir sur la référence à Césaire, du complexe d'infériorité raciale. Il est présent donc à l'échelle d'une certaine élite. Est-il également présent à l'échelle du peuple? Oui, pour moi, oui, d'une certaine manière, clairement. Après, mais rien n'est fait pour que ça change, hein, parce que on sort de ce complexe d'infériorité par l'éducation, et c'est un des grands domaines de colonisation de nos sociétés que l'éducation. Et si l'éducation n'est pas là pour éveiller le peuple, et si tous les acteurs, on pourrait y revenir, mais si les acteurs qui essayent sont étouffés, eh ben le peuple ne peut manger que ce qu'on lui propose à manger finalement. Et c'est même malgré, alors aujourd'hui on a la chance d'avoir une certaine ouverture médiatique grâce aux réseaux sociaux. On peut plus facilement qu'avant avoir accès au contenu, mais on est encore dans une zone de confort. Donc ça nous demande, ça coûte à tout être humain que d'aller chercher d'aller s'exposer, de sortir de sa zone de confort. Donc on est dedans. Et au quotidien, ça se traduit comment? Pardon de t'interrompre, pour que tout le monde comprenne bien. Comment se manifeste ce complexe? Le complexe. La consommation, okay, dont parlait Maître Mbeko, clairement. Bien que le je préfère consommer Mbeko sous prétexte que c'est prétendument mieux que consommer chez un frère? Oui, alors c'est mieux, c'est plus accessible, okay, c'est pas forcément plus cher, ça peut être aussi moins cher. C'est bon aussi, c'est bourré de sucre, c'est 30% plus sucré, donc le sucre c'est addictif. Donc pour de multiples raisons. Le rapport à l'Afrique, tout simplement, le rapport à l'Afrique, je pense que c'est un des leviers, une des clés, un des symptômes, c'est symptomatique de notre degré d'aliénation, de névrose raciale, comme disait François Fanon. Donc le rapport à nos autres voisins caribéens aussi, le rapport à l'Haïti. Le rapport à l'Afrique, est-ce que tu es en train de nous dire que une forme de complexe de supériorité à l'endroit des Africains permettrait d'apaiser le complexe d'infériorité à l'égard des Blancs, comme les Blancs rednecks aux États-Unis qui se sentent inférieurs à Wall Street, mais ils acceptent cette infériorité dès lors qu'ils se sentent supérieurs à n'importe quel afro. C'est-à-dire le privilège blanc. Oui, c'est des choses qui existent. Ouais. C'est des choses qui existent. Très bien. Ça peut s'expliquer. Ouais. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je sais que tu es originaire du Congo. Et ce rapport au complexe d'infériorité n'est pas propre, racial n'est pas propre aux Antilles, on le sait tous, et également très marqué sur le continent. Est-ce que toi, tu l'observes encore aujourd'hui? Est-ce que je l'observe encore aujourd'hui? Est-ce que ce sera en France? Que ce soit en France, dans tes expériences, est-ce que tu visites ces gens régulièrement au Congo? Je pense qu'il y a un vrai complexe d'infériorité. On met souvent le blanc, comme on l'appelle, sur un piédestal. On a tendance à penser que tout ce qu'il fait est bon pour nous.
et que tout ce qui est noir est mauvais. Ok. En fait, on a vraiment intégré la notion de négatif dans tout ce qui est noir et la détestation de soi, elle commence par là en fait, Encore aujourd'hui. encore aujourd'hui. Parce que forcément, il n'y a pas d'éducation qui est faite dans ce sens, c'est-à-dire améliorer la vision qu'on a de soi-même et travailler sur une certaine fraternité entre nous, plutôt que de souvent agir de façon divisée et de ne pas mettre en avant la solidarité qui pourrait nous aider à progresser. Ok, très bien, je te remercie. Est-ce que toi tu observes également cette prégnance du complexe d'infériorité raciale qui reste d'origine haïtienne? Oui. Oui, je le vois sur les afrodescendants en France, même dans l'attitude en fait par rapport à des petits gestes qu'on peut rappeler des gestes un peu de soumission, des phrases, des références. Ah, ça c'est mieux. Alors des fois c'est pas forcément la qualité, mais comme c'est un tel ou telle communauté qui le fait, forcément on se dit que c'est meilleur. Et on a ce truc-là, et il y a un reproche qui m'a souvent été fait, mais que par des afrodescendants, j'ai remarqué, qui me disaient, oui, mais toi, tu crois trop que t'es au-dessus des autres, genre t'as grave confiance en toi. Et ce truc-là, je suis jamais tombé sur un maghrébin qui me dit ça, je suis jamais tombé sur un blanc qui me dit ça, parce que ils ont ce complexe de supériorité-là que nous, on n'a pas. Ouais, mais tu crois que t'es au-dessus des autres. Et le problème avec nous, je trouve qu'en France, les afrodescendants, on se sent au-dessus de rien du tout, en fait. Donc c'est pour ça que dès qu'un afrodescendant sort du lot dans un domaine, à l'école, ah mais pourquoi tu travailles bien à l'école, tu vois, tu vas faire quoi avec tes diplômes? Ah, et le mec il commence à se mettre au fond de la classe. Parce qu'il dit, bon, ok, je vais me mettre au fond, ça sert à rien de croire que je suis le meilleur élève. C'est positif d'être un très bon élève. Donc, on leur a dit que tu vas mourir et tout. Ah non, mais tu crois que tu es trop bon en faisant ta marque de vêtements, qui va l'acheter? Non, mais tu fais des lunettes sur mesure, qui va aller dans ton atelier, à Paris, là, dans ton petit truc, là? Ah, mais il y a des grandes marques qui le font. Pourquoi tu penses que tu vas en vendre? Et pourquoi pas? Parce que la personne qui a commencé Gucci, au début, personne n'y croyait. Et on a ce complexe-là, en fait, dans plein de choses, même dans les rapports qu'on a avec les autres communautés, on a toujours ce besoin de validation. Je ne sais pas pourquoi, mais perso, moi, je ne l'ai pas trop, mais les gens, ils veulent être validés. Alors, ce projet, au lieu de le présenter à MBECO, il va le présenter à Maître Intel en se disant que Maître MBECO aussi, il est crédit pour pouvoir dire si le projet il est viable ou pas. Peut-être qu'il a l'expérience dans le domaine. Mais dans le subconscient, il y a ouais, il me ressemble, mais c'est pas forcément la qualité, c'est pas forcément, je sais pas. Voilà, la fameuse haine de soi, quoi. Et c'est pour ça que quand les Afro-Américains, par exemple, moi j'étais aux États-Unis très jeune, et ce que j'adore avec les Afro-Américains, qu'ils soient camionneurs, que ce soit un mec de la street, que c'est quelqu'un qui travaille à Wall Street, que ce soit quelqu'un qui habite dans une cité, ils ont une confiance en eux, les Afro-Américains, que nous on n'a pas en France. Quand je vois des cousins à moi les camionneurs, hein, on voit des camionneurs ici en France, mais la démarche, l'attitude, comment ils lèvent la tête, comment les épaules, tout, c'est un ensemble. Ils ont grave confiance en eux, les Américains. Moi, je me suis inspiré de ça. Moi, ma confiance, c'est bien les Afro-Américains. Okay. Je les remercie pour ça. Parce qu'en France, je ne voyais pas d'Afro-descendants quand j'étais adolescent, à part peut-être dans le sport et la musique, qui marchaient avec une fierté, qui disaient j'ai fait telle école, moi je suis bon dans tel domaine. En France, on nous apprend un peu l'humilité, à cause un peu du catholicisme, ça vient de ce paradigme-là. Oui, non, mais si tu es bon dans ce domaine, le montre pas trop. Fais pas trop de bruit. Voilà, fais pas trop de bruit. Tu es bon à l'école, mais ne le dis pas. L'engolocantisme. Ouais, mais c'est un peu. Ouais, mais j'aimerais intervenir par rapport à ce qu'il vient de dire, parce que j'ai aussi vécu aux États-Unis, je me suis beaucoup intéressée à cette partie du monde, et je pense qu'il y a quand même un peu de sentiment d'infériorité pour parler d'un sujet assez épineux, qui est les cheveux, par exemple, des femmes noires et même les hommes noirs, qui, quand ils ont les cheveux un peu trop crépus, dits crépus, voilà, vont se vanner entre eux ou des choses comme ça. Donc il y a peut-être cette montre d'assurance, mais il y a quand même des choses qui... Non, c'est vrai, je ne dis pas que tout est parfait, mais en tout cas, par exemple, la valorisation, ces 10 dernières années, la valorisation du cheveu crépus afro, nappy, cette tendance, elle est venue des États-Unis. Cette valorisation-là, elle vient des Afro-Américains. Et le colorisme, ça participe aussi du complexe d'infériorité ou pas? Oui, ça joue. Oui. Parce que je sais qu'il est assez présent aux États-Unis. Ouais. Oui, ça joue. Dans toutes les sphères afro, en vrai, il est présent, dans tous les pays. Béco, est-ce que tu as un regard à poser là-dessus, sur la présence, en tout cas de ton observation du complexe d'infériorité raciale? Est-ce qu'il est encore très prégnant, comme c'est le cas, on le sait, dans l'esprit de mes parents? Et est-ce que la jeunesse est encore frappée? Ou alors à l'inverse, est-ce que tu perçois un mouvement d'émancipation et de revalorisation qui touche les plus jeunes? Déjà, il y a une confusion au niveau des termes. Tu vois, tout à l'heure, elle a parlé d'humilité. Toi, tu as rebondi automatiquement en disant N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, il n'est pas spécialement humble, il est discret. C'est pas la même chose.
Il est humble, hein, frère. Il ne se vante jamais de rien. Non, mais c'est pas la même chose. Quand on lui prend la parole, jamais, c'est pas Mbappé, quoi. Mbappé, il est là, il analyse, il dit ça, je le mets. Mais je le rate pas. c'est. Il est humble. Mais c'est- Non, mais en fait, il faut qu'on fasse la. C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est ne pas mettre en avant ses propres qualités. Ok. L'humilité, c'est pas mettre en avant ses propres qualités, c'est laisser les autres le faire. Ouais. Ok. La discrétion, c'est quoi? Alors, c'est s'effacer, c'est se faire rare. Se faire rare. Ok. Tu penses que nous, en France, on a un problème qui est lié à un manque d'humilité ou à un excès de discrétion? Alors, discrétion, non. On n'est pas discret pour un sou. L'afro, c'est celui qui souvent arbore des styles vestimentaires capillaires les plus visibles. Par contre, en termes d'humilité, dès lors qu'on rentre dans des domaines hors que physique, dès qu'on sort du sport, de la danse, on disparaît. C'est-à-dire, on est rarement en train de brandir la culte de l'excellence académique, en tout cas pendant une certaine génération, c'est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'il y a une humilité intellectuelle qui dépasse même l'entendement. C'est même pas de l'humilité, on ne s'inscrit même pas dans une dynamique, là je généralise et Dieu merci, mais dans une dynamique, mais quand je dis l'ingolocantisme, d'ailleurs même Omar Sy l'avait évoqué, si aujourd'hui Fred, à un moment donné, a arrêté de l'appeler et entre guillemets lui a tourné le dos, c'est parce qu'il s'est aperçu que finalement le N'Golo Kanté qu'il avait en tant que collègue, qui était juste là pour faire rire mais rester effacé, a commencé à s'émanciper, à obtenir lui-même ses propres rôles et à être seul à l'affiche. Mais du coup, pour aller dans ton sens, Ouais. savoir se vendre, du coup, c'est pas être humble. C'est-à-dire, C'est-à-dire si tu sais te vendre. ouais. Imaginons demain, tu as des compétences en tant qu'acteur, pour reprendre l'exemple d'Omar Sy, et tu es capable de démarcher des boîtes de production et d'offrir tes services. Ou demain, en tant que professeur de mathématiques ou de langue française, et que tu es en mesure de mettre une offre séduisante sur le marché pour faire valoir la compétence qui est la tienne. Tu es encore dans l'humilité? Non, quand je parle d'humilité, je parle quand on te tend le micro. Parce que Ouais. sinon, il y a des agents qui font Ouais. le travail marketing à ta place. Quand on te tend le micro, comme je prends vraiment, pour moi, la mise en parallèle, c'est N'Golo Kanté, Kylian Mbappé. Bah, je veux prendre l'exemple d'Mbappé. Mbappé, comme Thierry Henry, il connaît ses points forts et ses points faibles. Quand il prend la parole, il parle de ses points forts. En quoi il n'est pas humble? Parce qu'il connaît ses points forts et ses points faibles. Parce que précisément, être humble, c'est de ne pas parler de ses points forts, c'est de laisser les autres en parler. Mais si on te pose la question, pourquoi tu ne vas pas répondre? Par définition. Moi, je te donne la définition Oui, d'humilité. Mais c'est pour ça que je te dis, que pour moi, ça, c'est des débats. L'humilité ou la non-humilité, pour moi, c'est des débats que nous ne devons pas avoir. Pour moi, ça, c'est pas des débats intéressants. C'est pour ça qu'un jour, on m'a interrogé sur l'humilité d'N'Golo Kanté. Les gens m'ont ramassé dans les commentaires. Parce que j'ai dit, mais si c'est votre modèle N'Golo Kanté, c'est pas le mien. Parce qu'il est effacé, il est éteint. Et les Blancs adorent N'Golo Kanté. Ils aiment les Noirs qui sont à côté, qui disent rien, qui sont assis, qui leur savent bon. Donc pour moi, c'est pas le débat. Pour moi, le débat, c'est volonté de puissance, oui ou non. Est-ce qu'on veut avoir de la puissance sur le terrain économique, académique, intellectuel, littéraire ou pas? Et que faisons-nous pour devenir puissants? Après, les gens vont trouver qu'on se la raconte, les gens vont trouver qu'on est faible, c'est leur avis. Mais la vraie question qui se pose, c'est est-ce que nous appartenons à une génération qui veut s'imposer sur le terrain académique, littéraire, artistique, sportif, dans tous les domaines où il y a possibilité de s'imposer? Est-ce qu'on a envie de devenir des références ou pas? Par exemple, cette émission, elle a pour ambition d'être une référence sur le terrain littéraire dans le monde afro. Mais pas que. C'est-à-dire d'être en capacité d'analyser des livres, d'analyser des ouvrages, des auteurs, d'avoir un regard critique, avoir un regard bienveillant, mais tout en étant exigeant pour produire de la réflexion. Pour qu'à l'issue de l'émission, tu ressortes en disant « Bon, je ne vais pas les choses de cette manière. Mais grâce à l'émission, j'ai compris tel point, tel angle. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi Césaire, je dois le relire. » Donc, en fait, pour moi, aujourd'hui, le débat de l'humilité, c'est un débat, c'est un piège. C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Là, On peut débattre sur tout. Après, la question est de savoir, est-ce qu'on s'éternise sur quel débat? Là, c'est venu sur la discussion, on l'a abordé, mais ce n'était pas la thématique de l'émission. Ça reste quand même un élément central. Par exemple, si je prends Mohamed Ali, il a utilisé l'absence d'humilité comme arme politique. Après, il expliquera avec le temps, c'est que dans son contexte qui était le sien, il était important qu'un afro se lève et dise « je suis plus grand ». Ça brisait l'image du white, du blanc, Superman, super-héros, surpuissant. Mais je referme la parenthèse.
Pour revenir sur le complexe d'infériorité, Oui. est-ce que toi, tu le perçois encore très présent chez les nôtres? Est-ce qu'il y a un processus de déconstruction qui est déjà en œuvre? Ou est-ce qu'il fait déjà partie du passé? En fait, moi, je ne le perçois pas Ok, parce que je fréquente pas de petits nègres. ok. Donc, je ne peux pas le percevoir. Dans ma vie privée, dans mon quotidien, dans mes interactions, je fréquente que des femmes et des hommes qui ont envie de puissance. Donc, les potentiels noirs complexés, je ne croise pas leur chemin. Ok. Et ils évitent le mien aussi. Tu vois, parce que, en fait, Tu prends une respiration. non, mais Soupir. tu fonctionnes à l'énergie en réalité. Tu vas vers quoi? Tu vas vers ceux qui te ressemblent, Ouais. qui t'attirent, et tu t'éloignes de ce qui ne te ressemble pas et qui est susceptible de te mettre en colère. Et est-ce que tu estimes que ceux qui sont complexés choisissent d'être complexés? Non, tu choisis pas d'être complexé. C'est quelque chose qui fait partie de ta construction. Est-ce que s'il a soupiré, je ne suis pas ton avocat, mais parfois certains pourraient dire mais pourquoi Beko il dit petit nègre quand on est complexé au lieu justement de voir en eux des malades qu'il faut soigner et qu'il Mais, faut tendre non, la mais main? nous ce que nous faisons, c'est tu soignes quelqu'un qui veut être soigné. Et à condition qu'il sache qu'il est malade. Oui, parce que si. Oui, il n'a pas conscience d'être malade. Oui, mais c'est pour ça que je dis tout le temps que, en fait, nous, on ne sauve pas les gens. C'est les gens qui se sauvent en ayant la curiosité d'aller acheter un livre. Après, il faut le lire. Parce que tu peux acheter un livre, tu ne le lis pas. Tu vas acheter un livre, tu le lis. Une fois que tu le lis, tu essaies de comprendre où l'auteur veut t'emmener. Et tu fais un travail d'introspection pour mettre en application ce qui est recommandé. Parce que si tu lis Frantz Fanon, mais tu ne comprends pas dans l'application de ce que tu dois faire, à quoi ça sert de lire? Donc nous, on ne sauve pas. Nous, on met en avant des femmes et des hommes qui ont écrit des ouvrages, qui ont fait des choses magnifiques, qui peuvent être des clés de libération, d'émancipation pour les nôtres. Après, c'est à eux d'y adhérer ou pas d'y adhérer, de prendre ou ne pas prendre, de se réformer ou de ne pas se réformer. Mais nous, on n'a pas cette prétention de sauver les gens, tu vois. On met en avant des sources d'inspiration qui, selon nous, sont des sources d'inspiration extraordinaires qui changent l'existence et qui changent le destin de femmes et d'hommes qui veulent être changés. Donc le changement est d'abord individuel. En gros, la question, je suis d'accord avec toi, là j'essaie juste d'essayer dans une dialectique de pousser la réflexion. La question, à mon sens, qui a toute son importance, c'est de savoir si tu as un petit frère au sens large, tu lui dis de lire, il refuse de lire. Est-ce que tu vas revenir lui redire de lire ou tu dis, tant pis pour lui, je lui ai dit, je trace mon chemin, je vais le dire à un autre? Moi, je vais te raconter une anecdote personnelle. Il n'y a pas longtemps, j'étais chez ma mère. Je vois mon petit frère, Joshua, qui a 16 piges, qui joue à la console, dans le salon. Dans ma vie privée, c'est-à-dire que c'est chez ma mère quand même, c'est pas plus privé que, tu vois. Moi, j'ai dit à ma mère d'enlever la télé, ça fait 20 ans. J'ai dit à ma mère de mettre un écran, de sortir l'écran, de mettre une bibliothèque. J'ai dit à mes deux petits frères de lire plus. Ils veulent pas, c'est leur problème, frère. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Pour eux, c'est ma famille. Hein. Même mère, même père, c'est mon sang. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, je t'ai donné des conseils, je t'ai acheté des livres, tu peux pas les lire. C'est pas mon problème, frère. Ah, ça reste là quand même la famille. Il y a un repas de famille, je viens, je mange, mais je reste 2 heures, je me barre. Ok. Parce que si tu préfères rester jouer à la console, alors qu'il y a des choses plus intéressantes à faire que la console, et que ton frère t'a donné les moyens, financiers, intellectuels, réseau, tout ce que tu veux, et que tu as quand même choisi la facilité. Non, parce que certains, par exemple, et ensuite je vous passerai la parole avec une question, certains pédagogues considèrent que l'humain est prisonnier d'un biais de confirmation, la fameuse zone de confort, et que parfois il faut marteler 5, 10, 15, 20 fois avant de créer ce déclic. Et que peut-être qu'au bout de la 10e fois, il va dire « Ah, enfin j'ai compris, merci d'avoir martelé ». Moi, par exemple, à mon humble échelle, je parle en permanence du logos, le verbe, le verbe, le verbe. Parfois, certains finissent par comprendre au bout de la 200e fois qu'ils l'entendent. Ils m'envoient un message, ils me disent « Ah, finalement, merci, monsieur Herman, j'ai enfin compris ». Donc, il y a aussi, à mon sens, ce rôle-là, mais il faut être un marathonien et c'est épuisant, hein, je te l'accorde. Parfois, c'est désespérant. Tu te dis « Attends, je répète. » Et au bout du compte, le type, il veut toujours pas lire, il veut toujours pas s'émanciper des 300 mots. Mais je referme la parenthèse. Sans transition ou presque. Avant, je souhaiterais rebondir sur 2 choses par rapport au complexe d'infériorité. Ce qu'il y a chez nous, aux Antilles, mais qu'on peut retrouver, en tout cas on en retrouve des formes sur le continent, par rapport au complexe d'infériorité, c'est le travailler quand on travaille pour un noir, pour la communauté. Ça, je pense que c'est une des formes de complexe d'infériorité les plus problématiques. C'est-à-dire que lorsqu'on va travailler pour les autres, notamment pour le béquet, on a du mal à revendiquer. On le fait, mais effectivement, on parvient à y travailler. Mais il faut nous voir lorsqu'il faut travailler pour nous-mêmes dans une entreprise black-owned
et manifester cette volonté de puissance dont on veut, là, on est les premiers à critiquer mon patron, pourquoi c'est lui au-dessus de moi, pourquoi. Et c'est là où ça devient problématique au niveau du complexe d'infériorité. On va être plus complaisant, on va faire plus de compromis. D'accord. Très intéressant. Ouais. C'est Lorsqu'on travaille, et je termine mon propos, Ouais. par rapport au complexe d'infériorité. On accepte davantage une autorité. Une autorité lorsque... Ouais. Afro. Ouais, c'est dérangeant. Ouais. Ok. On va être plus enclin à remettre en cause la parole du patron lorsque c'est le cousin, lorsque c'est la communauté, que remettre en cause la parole du patron béquet. Ok. Je parle au quotidien, je parle pas lorsqu'il y a des vraies manifestations populaires. Oui, le béquet, on lui rentre dedans, on sait comme le faire dans une certaine mesure. Mais voilà, au quotidien, ça, c'est des choses qui se remarquent. Et par rapport à l'élite, ce qu'on a oublié de mentionner, à mon sens, qui est important, c'est l'assimilation et l'intégrationnisme et l'assimilationnisme. J'allais y venir tout à l'heure. Mais... D'accord. Donc ça, c'est prégnant. Lorsqu'on parle de ça, effectivement, notre élite caribéenne et afro-caribéenne et afro en général, pourquoi elle ne rejoint pas le peuple dans ces mouvements de libération? C'est parce qu'elle est clairement embourbée dans l'assimilation et dans l'intégrationnisme. On appartient à la France, on participe au rayonnement de la France, on participe à cette grande nation, on participe à cette civilisation. Ce système finalement nous nourrit. J'ai été, je personnifie, mais voilà, l'élite va se dire que j'ai étudié dans les grandes écoles. Enfin, l'élite est formatée et clairement assimilée au système et a du mal à s'en détacher. Donc ça, c'est très clair. Rebondir sur ce point. Est-ce que ça veut dire forcément que le peuple en lui-même veut se détacher du système aussi? Par rapport à quoi? Parce que finalement, le peuple n'est pas toujours en train d'être en action pour revendiquer son besoin d'indépendance ou d'autonomie. Généralement, il subit, il fait ce qu'on lui demande de faire, il ne se plaint pas plus que ça. Ça, c'est peut-être un autre sujet où je vois pas trop le lien avec ce que je viens de dire. En somme, si je pourrais me permettre d'essayer de résumer. À moins que j'ai mal compris la question. Essayer de résumer. Derrière la volonté indépendantiste se cache plus ou moins aussi une volonté de séparatisme racial. Oui ou non? C'est la même question? Je dis bien. Par rapport au séparatisme, oui, qui dit indépendance, dit séparation et séparatisme. Oui, clairement. Ouais. Après, là, il y a le terme, le propos de racial aussi qu'il faudrait approfondir. Ethnique, enfin, en lien. Ouais, ethnique. Ouais. Bah oui, la question raciale est fondamentale dans nos luttes et dans nos considérations dans le contexte caribéen. Si je me suis permis de mettre la question sur la table, on observe une évolution. En 2009, dans les manifestations portées par Ali Demota, dans le peuple, on voit peu de drapeaux incarnant l'indépendance. Aujourd'hui, on en voit beaucoup. Au point même, beaucoup ont associé ce drapeau au drapeau palestinien. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça traduit, En Martinique? ouais, ça traduit une volonté de sécession. Hier, les revendications étaient davantage sociales. Aujourd'hui, elles semblent être davantage identitaires. Je ne sais pas si vous avez perçu ce basculement. Oui, le social C'est et vrai, l'identitaire sont liés de toute façon. Ouais. Bah, je ne sais pas, un gilet jaune, il manifeste avec le drapeau C'est pas français. la même histoire, c'est pas le même contexte. C'est pour ça que je te dis, c'est selon. Le social n'est pas toujours lié, crois-moi, au racial. Hein. Aux États-Unis, Martin Luther King, au départ, en tout cas, il militait pas contre les États-Unis, contrairement à Malcolm X. Donc c'est pas si conjugué que ça, c'est pas si évident. Et Oui. est-ce que vous avez observé cette évolution entre la question, une revendication sociale qui ont pris le chemin et qui ont touché un plus grand nombre de personnes vers un chemin plus racial? Oui, clairement. Ça, pour moi, à mon niveau, pour moi, je l'interprète comme l'évolution non seulement du panafricanisme, mais aussi du mouvement d'afrocentricité, où effectivement, non seulement on remarque de plus en plus de drapeaux nationalistes, le rouge, vert, noir qu'on va retrouver sur le drapeau martiniquais, les clés ancres également qu'on retrouve de plus en plus. Bon, ça, est-ce que les gens sont dans le vrai, dans le concret ou pas? Est-ce qu'ils savent vraiment ce que ça signifie ou bien c'est un effet de mode? Mais en tout cas, les clés ancres, on le mérite d'être là. Rien que par le visuel, les gens vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça va pousser à faire des recherches, donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Donc oui, clairement, il y a le panafricanisme et l'afrocentricité fait son petit
son petit bonhomme de chemin chez nous aux Antilles. Ouais. Très bien. Mais est-ce que tu voudrais réagir sur cet aspect, cette transition visible entre la question sociale qui a de plus en plus prend des allures de questions raciales? Non, mais il y a un travail qui a été fait par différents acteurs, dont paix à son âme et Kalala Omotunde, d'éveil de conscience sur le côté identitaire, sur l'africanité et sur la volonté de puissance pour devenir indépendant. Et de plus en plus de femmes antillaises, d'hommes antillais qui commencent à conscientiser cette réalité, à s'accaparer cette histoire et à travailler d'arrache-pied pour devenir indépendant. Moi, je suis intimement convaincu que d'ici une dizaine d'années, les Antilles seront indépendantes. Très bien. En tout cas, nous y travaillons. On y travaille. J'aimerais vous dire justement, en écho à tout ce qu'on vient de dire, en tout cas ces derniers aspects, un passage de la tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire, très éloquent, qui parle de lui-même. Nuit, toi qui déclines la forme et la balafre, dans l'affluence des nuits. Nuit unique que je reconnais parce que tu es le pain de singe du grand baobab du temps. Cœur d'amande jailli de la silique sévère des jours. Nuit de l'herbe et des racines. Nuit des sources et du scorpion. Je ne tituberai point à ta rencontre. Or, ça, Congo, c'est précisément un proverbe de chez toi, chez nous. Toute flèche dont tu sais qu'elle ne te manquera pas, bombe du moins la poitrine pour qu'elle y frappe en plein. Tu entends? En plein. Donc, à travers, vous avez compris que la nuit, c'était la métaphore de la mort et du sens du sacrifice. Donc à travers ce passage, Aimé Césaire semble dire que finalement, la reconquête de la dignité et pour briser le complexe d'infériorité, ça passe inéluctablement par finalement un retour vers un panafricanisme assumé. Je pense, oui. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Moi, j'ai une question par rapport au type de nation qu'aimeraient créer les Antilles et les Antillais, en fait. À savoir qu'il y a beaucoup de gens qui se revendiquent d'être issus d'Afrique, mais aussi des personnes qui se revendiquent être créoles et d'autres qui sont issus des migrations indiennes ou chinoises et autres. Et donc, à partir du moment où on veut devenir autonome et indépendant, comment est-ce qu'on intègre ce type de population? Est-ce qu'on on les intègre réellement ou alors ils vont faire partie ils seront considérés comme des étrangers? Parce que du coup, est-ce que les Antillais se considèrent comme des Afros et donc... comme au Libéria. Mais j'aimerais juste qu'on s'attarde 2 secondes avant de prolonger sur ta remarque très intéressante. Est-ce que selon vous, justement, cette force mentale qu'il faudrait pour aller jusqu'au bout du processus d'indépendance passe par une reconquête ou une revalorisation d'une identité plus africaine que exclusivement afro-caribéenne? Moi, je pense que oui, et là, ça ne tient qu'à moi. Et ça rejoint effectivement la question de la prise en compte de la dimension raciale dans la lutte. Effectivement, on l'a rappelé, les Antilles dites françaises sont cosmopolites. Il y a les Indiens, il y a un peu toute la planète chez nous. Et ça a participé justement je pense, c'est pas que je pense, c'est clairement le cas, à justement le diviser pour mieux régner. Okay. Là où au XVIIe siècle, il y avait principalement que des blancs et des noirs, bah justement, lorsque ça devenait chaud, ben pourquoi pas ramener des Indiens, pourquoi pas faire venir des Libanais, des Syriens, pour effectivement diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, on se retrouve avec des territoires multiethniques et qui a du mal à se solidariser pour cause cette multiplicité des ethnies correspond à une multiplicité identitaire, non seulement à l'instant T, mais aussi une multiplicité des visions. Aujourd'hui, la Guadeloupe, ou les Antilles dites françaises en général, tout le monde ne sait pas ou ne veut pas aller dans la même direction. En fonction que tu sois antillais, créole ou bien simplement antillais, guadeloupéen, martiniquais, ou que tu sois d'origine indienne, donc l'indo-guadeloupéen, le chino-guadeloupéen, on ne va pas dans la même direction, on n'a pas d'objectif commun. On n'a pas non plus une communauté de destin. La communauté de destin qui est centrale dans le mouvement panafricaniste, parce que c'est de cette communauté de destin qu'on va choisir ses alliés et qu'on va choisir d'adhérer à une vision politique plutôt qu'à une autre.
Et donc finalement, Donc il n'y a pas d'unité contre, entre guillemets, les béquets. Il n'y a pas d'unité contre les béquets, il n'y a pas d'unité pour nous-mêmes, même sans aller jusqu'à me parler des béquets, mais même pour nous-mêmes, qu'est-ce qu'on veut que les Antilles soient demain? Il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas de synergie par rapport à ça. Le Chinois antillais a sa vision, l'Indien antillais a sa vision, et les Afro-antillais... Ils ne subissent pas la vie chère? Ah si, tout le monde subit la vie chère. Sauf les béquets. Oui, sauf les béquets qui l'imposent, effectivement. Il n'y a pas d'unité malgré ce dénominateur commun, cette souffrance commune. Il n'y a pas d'unité sur le long terme et sur des questions. Là encore, je rejoins France lorsqu'il parlait de menaces, quelque chose qui va menacer le système. On ne va pas se rejoindre là-dessus. D'accord. On va se rejoindre sur la vie chère. Tout le monde, sauf les béquets, subit la vie chère. Mais sur un projet de long terme, non, il y a pas de sur vraiment le fond, sur la question même statutaire. Les prix, la vie chère, et ça on le sait très bien, c'est symptomatique du système, c'est pas le fond du problème. C'est la face émergée de l'iceberg. Pour vraiment aller creuser le fond de l'iceberg, il y a pas d'unité par rapport à ça, et d'où la question finalement raciale dans la question de la lutte, et la nécessité pour les Afro-antillais justement. Là où les Chinois antillais par exemple savent qui ils sont, d'où ils viennent, ils ont une base arrière en Chine qui est là pour le backup si besoin. Pareil pour les Indiens antillais. Ah, ils maintiennent le lien? Ah oui. Okay. Notamment en Guadeloupe, là c'est ce qu'on appelle le Gopio. Okay. Le Gopio qui, si je me souviens bien en anglais, c'est The Global Organization for the People of Indian Origin. Okay. Et donc en fait c'est une organisation indienne qui est là et qui va piloter d'une manière ou d'une autre la diaspora indienne en Guadeloupe. La diaspora indienne se sentirait plus indienne qu'antillaise? J'irais pas. Alors certains oui, clairement, d'autres non. Clairement les Indiens sont très bien intégrés et c'est de manière de bonne foi ou pas. Est-ce que c'est pas aussi une stratégie de leur part aussi, ou en tout cas de certains? C'est une question qu'on peut se poser. Il faut savoir qu'il y a quelques années, l'Inde a aidé à financer l'un des plus grands temples hindous en Guadeloupe. Et ça, c'est une parenthèse dans mon propos. Et c'est uniquement à cet événement-là, à l'inauguration de ce temple hindou, que certains afro-guadeloupéens se sont dit « Mais comment ça se fait que les Indiens qui étaient jusqu'à présent nos frères, on mangeait, on jouait du tambour tous ensemble, se mettent à valoriser leur culture et nous, on n'a toujours rien ?» Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit pourquoi pas revenir à nous-mêmes aussi avec les enseignements d'Omotunde notamment, et on s'est dit finalement les Indiens sont bien indiens, même s'ils sont, on est tous guadeloupéens, mais ils sont indiens, ils ont leur culture, leur langue et leur tradition, et ils l'affichent, et pourquoi pas nous? Et justement ça fait au quotidien vous vivez ensemble? Oui, oui. Est-ce qu'au quotidien il y a une distance, une sorte d'apartheid, comme certains l'évoquent quand ils filment les plages, où d'un côté il y aurait les blancs et de l'autre côté le reste des populations? Ça c'est une bonne question, on va y revenir. Juste pour terminer mon propos. Du coup pour moi, effectivement, dans la mesure où il y a une multiplicité ethnique, il est important et stratégique que les Afro-Antillais reviennent à qui ils sont, à l'acceptation du coup ancestrale africaine qui leur est propre, pour effectivement tirer profit, tirer parti des débats et de l'avenir des Antilles. Et par rapport à, je sais plus quel terme tu as utilisé, ghettoisation ou ségrégation apartheid, ouais. Alors ça existe de plus en plus dans le cadre du génocide par substitution dont parlait déjà Aimé Césaire, notamment dans certaines villes, dans certaines communes aux Antilles, ça clairement. Plus du coup côté européen blanc que du côté indien, chinois. C'est beaucoup plus prégnant de ce côté-là, de leur côté. Les autres minorités, on va dire, sont beaucoup moins ségrégées que les Européens. Il y a beaucoup plus de mélange, il y a beaucoup plus de vivre ensemble, de couples mixtes, tout ce qu'on veut. Oui. Ça, on peut cautionner ou pas, mais en tout cas, c'est. On peut cautionner ou pas. Oui, c'est aussi que ça peut être questionné, mais. C'est-à-dire?
Non, ça peut être questionné. Mais toi, quel est ton positionnement? Parce qu'apparemment, c'est un sujet. Oui, c'est un sujet. Mais juste pour terminer ce que j'étais en train de dire, non, c'est beaucoup plus côté blanc que ça se produit. Ok. Non, il y a vraiment beaucoup moins d'apartheid du côté des autres minorités. En ce qui me concerne, moi, je suis pour le panafricanisme et pour la volonté de puissance noire et pour le nationalisme noir. Et donc par rapport à ça, je préconiserais effectivement de valoriser le Black Love, de valoriser la famille noire, voilà pour la transmission, pour tout ce que l'on connaît. Okay. Donc ça c'est mon avis personnel. Maintenant, est-ce qu'on en a besoin pour l'indépendance des Antilles? À voir. Ah, c'est pourtant la question clé. Hein. C'est la question. Ouais. Si tu te positionnes pro Black Love, il faut que ça ait une portée politique. Clairement que c'est éminemment politique, c'est éminemment politique. Okay. Est-ce que, parce que là on s'est attardé sur ces questions ethniques et raciales, il y a une autre question qui me semblait intéressante. On a vu, beaucoup se sont un peu étonnés de voir que très peu de temps après les manifestations, les rassemblements, le carnaval a eu lieu et s'est déroulé avec le même succès, voire même il a rassemblé beaucoup plus de monde que les manifestations. Est-ce que déjà ça vous a plus ou moins secoué? Est-ce que vous vous êtes dit, attends, je ne comprends pas, on manifeste pour la vie chère et finalement deux semaines plus tard, on est là en train de danser, boire, faire du tam-tam? Ou alors est-ce que vous faites la part des choses? C'est vrai que moi, en tant qu'haïtien, il y a le carnaval chez nous également, mais si on parle des Antilles dites francophones, Martinique, Guadeloupe, c'est vrai que ça m'a toujours étonné, ça, c'est parce que souvent, même en France, on dit oui, les afro-descendants ont du mal à se réunir. Mais bizarrement, pour faire la fête, on se réunit facilement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous décrédibilise, ne serait-ce que nous-mêmes. Parce que on peut faire la fête et mener des combats, il n'y a pas de souci. Mais quand la fête, l'amusement prend plus de place que les combats qui nous concernent, ça va de l'enfant jusqu'à l'adulte, en passant par les grands-parents, etc. Donc, c'est-à-dire que ça touche toute la famille de son ensemble, toutes les couches sociales, c'est quelque chose qu'on dépasse, en fait, je trouve. C'est vrai que je crois que la population, lors du carnaval, est multipliée par 2, 3 ou 4. Et quand dans les manifestations, il y a du monde. Mais tout ce monde-là, il est où dans les manifestations? Ils ne sont pas là. Et ça montre que, aux yeux du monde, à nos yeux aussi également, que quand c'est pour l'amusement, l'afro-descendant, il se déplace. Il fait Paris, Paris, Fort-de-France, Paris, Pointe-à-Pitre, il se déplace. Malgré qu'il y a la vie chère, on paye le billet qui est très cher quand même pour aller dans les Antilles francophones. Et on se déplace, et on fait le carnaval, on reste 1 semaine, 2 semaines sur place. Et on fait le carnaval tous les jours. Le carnaval est une tradition. Parce qu'il y a beaucoup d'Antillais, ils n'aiment pas qu'on dise « Ah non, mais le carnaval, il ne faut pas qu'on y touche. » D'accord. Pour moi, une tradition un peu pervertie, parce que je vois les aspects du carnaval un peu qui sont un peu intramuros. Voilà, mais bon. C'est-à-dire quand je vois des hommes, par exemple, qui se déguisent en femmes dans l'heure du carnaval, c'est pas notre tradition, ça. Alors, s'il y a des gens qui veulent le faire, il n'y a pas de souci. Mais dans notre paradigme à nous, afro-caribéens, c'est pas des choses qui, historiquement, sont liées à nos ancêtres. Alors, le carnaval, j'aurais perverti. Quand je vois des hommes qui sont dans le carnaval, il y a des hommes qui se déguisent en femmes, qui s'habillent avec du tutu, qui sont avec du maquillage, etc. Pour moi, c'est pas un aspect qui est propre à notre culture. Alors, ça, c'est quelque chose qui est récent. Les gens vont essayer de le relier à nos ancêtres, mais bizarrement, on ne relie pas l'entrepreneuriat avec nos ancêtres. On relie des choses qui n'ont rien à voir. C'est comme les mariages mixtes. Moi, je suis pas contre les mariages mixtes. Je suis déjà sorti avec des filles métisses, etc., entre autres. Mais pourquoi on ne fait pas la mixité dans le business? Vous n'arrivez pas à travailler avec des gens d'autres communautés, par exemple. Pourquoi on ne parle pas de mixité dans le business? C'est toujours, ah oui, il faut que j'aille voir dans les autres communautés, etc. Mariez-vous avec qui vous voulez. De toute façon, en France, ça sert à rien de combattre ça, c'est illégal. C'est un combat perdu d'avance. Je vois les afros qui sont à fond, oui, contre oui, Black Love, donc je suis anti-mixité. C'est un combat perdu, c'est écrit dans la loi, les gens ont le droit d'aimer qui ils veulent. Mais venez, on fait la mixité dans les business. On va voir des Chinois, on leur dit, voilà, j'ai cette activité-là, vous êtes grossis dans les vêtements, est-ce que vous pouvez produire mes vêtements? Bizarrement, cette mixité-là, on n'en parle pas. Et c'est vrai que la partie amusement, si on parle du carnaval en Guadeloupe et en Martinique, je trouve qu'elle prend beaucoup trop de place. L'alcool aussi. Et tout ça, c'est lié aussi à la monoparentalité. Le fait qu'on ait des pères qui soient déresponsabilisés. Alors, on peut mettre les traumatismes de la colonisation, de l'esclavage, l'apartheid, la ségrégation, etc. Mais à un moment, il faut qu'il y ait un petit groupe d'hommes, parce que moi, j'attends pas après l'ensemble de la population. Quand je parle d'élite, il y a forcément une élite intellectuelle, mais pas que intellectuelle, parce qu'on voit que souvent, l'élite intellectuelle, dite intellectuelle, elle est pervertie dans le sens où elle a tellement de diplômes, elle a tellement d'assises financières, matérielles, etc., qui fait qu'elle a plus envie de se lever. Il y a des gens qui ont
cette assise matérielle financière qui se lève malgré tout. Attention, il y a une nuance à apporter. Tout n'est pas dans les extrêmes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. C'est pour ça que je te rejoignais aussi sur ça. Mais les gens de la société civile, ils doivent s'autodéterminer aussi également. Il y a des groupes d'hommes, 2, 3, 4, il peut y avoir des femmes aussi, peu importe. Des petits groupes de personnes qui se réunissent dans un secteur d'activité, voilà ce qu'on va faire. Dans cette rue commerciale, voilà ce qu'on va faire. Pour les jeunes, on estime que le système français en termes d'éducation ne convient pas à nos mœurs, ni à nos traditions, ni à notre ancestralité, etc. Voilà ce qu'on va mettre en place. Donc pour résumer, on peut dire que tu déplores une auto-infantilisation du peuple afro-caribéen et qui sera durée Je par... déplore un manque de volonté de puissance. Et même en France, on le voit chez les afro-descendants. C'est pas le cas, hein, parce qu'il y a eu des initiatives, notamment d'écoles panafricaines Non, je dis pas en qu'il n'y a pas eu Guadeloupe. d'initiative. Hein. Ça a été interdit. Hein. Oui, non, je dis pas que... Non, Ça a été je dis pas qu'il n'y en a pas interdit. eu, attention. Non, moi Il y je a eu parle, des On parlait initiatives. d'un événement moi, je parle de la précis, en transition, fait. je parle de la transition, enfin le parallèle. Oui, oui. Manifestation contre la vie chère, qui rassemble un certain nombre de personnes. Oui, moi je parlais du carnaval, là. Oui. Oui, Est-ce mais que chacun... Il y a eu des initiatives, attention, je dis pas qu'il n'y a pas eu Mais il faut, en fait, il faut comprendre aussi une chose. Le carnaval, c'est un outil de divertissement. Et c'est un outil qui sert à valoriser la culture afro-caribéenne. C'est un exutoire aussi, c'est bien qu'il y ait ça. C'est un exutoire. Mais ça prend trop de place. Mais c'est aussi un moyen d'éteindre, pour ne pas dire d'anesthésier, les luttes. C'est vrai. Voilà. Il faut comprendre, parce que Le c'est financé. divertissement fait diversion. comme on dit. Oui, le divertissement fait diversion. Faut comprendre par qui c'est financé. Faut comprendre qui sont les sponsors. Et quand tu regardes, c'est écrit sur Internet. Hein, je n'invente rien. L'État français finance le carnaval. Ah, ça je savais pas. Ok. Donc, Ok, ça veut tout dire. et l'État français ne va pas financer quelque chose qui va t'émanciper. Donc déjà, dès le départ, pour ça, à chaque fois, je dis aux gens qui finance. Ouais. En fonction de qui finance, vous savez, c'est bon pour vous, pas bon pour vous. Faut pas chercher midi à 14h. Faut pas avoir fait les grandes écoles. Juste, tu sais qui finance, tu sais si c'est bon pour toi, c'est pas bon pour toi. Parce que celui qui finance a un agenda pour toi. Il veut que tu sois son consommateur, il veut que tu sois son citoyen, il veut pas que tu sois libre. Parce que si tu es libre, tu consommes plus chez lui. Et si tu es libre, tu prends plus ou moins ton indépendance et tu le chasses de là où tu es. Ça, c'est vrai. Donc lui, il va financer tout ce qui va te permettre d'être en surpoids, en obésité, d'avoir des problèmes d'alcoolisme et d'être dans les coucheries incessantes. Et dans la débauche. Il va te financer dans ça. Par contre, quand tu vas monter une école panafricaine, il va venir bloquer ton école, il va dire oh, séparatisme, parce que c'est le motif qui était mis en avant, un peu comme les terroristes, on fait du séparatisme, on finance pas l'école et en plus on interdit l'existence de l'école. Il faut comprendre que l'État français est un État colonial. Parce que même ça, les gens ont peur de le dire. Oui, ils ont peur de le dire. Ils ont peur C'est ce qu'on le Ils ont réalise. peur de le dire. Tu verras que en ce moment, il y a Teddy Riner qui est dans la sauce. Le pauvre, on va lui donner beaucoup de force à Teddy Riner. Parce qu'il a osé dire que les femmes voilées aussi, elles ont voix au chapitre, elles ont le droit de faire du sport, et que le sport doit être inclusif, on ne doit pas exclure les femmes parce qu'elles sont voilées. Les mecs d'extrême droite, ils ont dit hey, Coco, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fais des prises de judo, toi. Parle De pas. réfléchir. De T'es réfléchir. ici pour réussir, et puis dire hey, mon petit nègre, ne parle pas, ils l'auraient dit. Ouais. D'accord, c'est clairement ça. Négro, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu réfléchis? Pourquoi tu penses? Va faire des pompes et des tractions. T'es pas là pour réfléchir. Et c'est ce qui se passe en réalité dans le système français. C'est dès qu'il y a des hommes et des femmes qui prennent leur indépendance sur le terrain intellectuel, qui veulent former une puissance réelle sur le terrain économique, on leur met des bâtons dans les roues. Et ils envoient des nègres, après derrière, nous dire que nous, on est des mauvais nègres. Ça, c'est vrai. Tu sais ce que je veux dire? Ils vont prendre des femmes et des hommes qui nous ressemblent, qui vont nous faire la leçon, qui vont nous tirer les oreilles en disant Mbeko, t'es un peu trop virulent dans tes propos. Mbeko, doucement. tu vas-y doucement, tu nous fous la honte. Mais pauvre petit macaque que tu es, mon frère, c'est toi qui nous fous la honte. Tu travailles avec tes ancêtres, matin, midi, soir. Tu n'as aucune bénédiction. Tu es obligé d'être validé par le blanc pour exister. Moi, le blanc ne me valide pas, frère. Je sais ce que j'ai à faire. Donc le problème de l'émancipation, il est là, c'est que les nôtres ont accepté, en grand nombre, malheureusement ils sont très nombreux, ont accepté la domination blanche. Ça, c'est vrai. Et ils ont accepté d'être dominés. Pourquoi il y a une tension comme ça entre la France et l'Algérie? C'est la domination blanche, parce qu'il faut qu'on soit précis. Pourquoi il y a Une bien sûr. domination de l'élite. Non, domination blanche. Blanche. Pourquoi il y a un problème avec la France et l'Algérie? Donc pour vous, le gilet jaune, Attends, 30 secondes. Pourquoi il y a un problème constant entre la France et l'Algérie? Pourquoi? Parce que les Algériens tiennent tête. Pourquoi Ils ont tenu tête en plus. pourquoi aujourd'hui l'Algérie montre une certaine autorité en refusant les personnes qui sont au QTF
qui sont renvoyés Le jour même. sans respecter le protocole que l'Algérie impose. L'Algérie dit, vous voulez nous renvoyer des gens, voici le protocole. Vous ne le respectez pas, on ne les prend pas. Vous allez faire quoi? Il y a un chef d'État africain qui peut faire ça? Elle est là la puissance. Quand je dis aux Noirs, inspirez-vous des Arabes. Ayez la même volonté de puissance que les Arabes. On n'aime pas les Algériens, ils sont en Caïra, frère. Ils disent non, on ne veut pas. Donc il ne rentre pas à Alger, lui. Après, tu as Retailleau qui vient, l'Algérie nous défie. Tu n'as pas vu comment les Blancs parlent des Noirs, chefs d'État, et comment les Blancs parlent de Poutine ou des Arabes? C'est pas la même tonalité. Mon ami l'Africain, il tape comme ça sur la cuisse. Va taper sur la cuisse d'un Saoudien comme ça, frère. Ça veut dire que tu touches pas. Ça veut dire que tu touches pas, frère. Vrai, Il est en babouche, il est en Caïra, il est en babouche. Tu vois, c'est doigts de Il y a l'Élysée en bas. il vient en babouche, frère. Tenue traditionnelle, tu ne touches pas la cuisse. Qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Non, c'est mes contrats, là. De quoi tu me parles? Je te prends 12 rafales, je te prends deux centrales nucléaires. Et je rachète l'hôtel, là. C'est bon, ça, pars. Je te prends même la tour Eiffel si tu veux, tu me fais un prix. Non, je pars. Nous, on n'est pas dans ça, nous. C'est vrai. On n'est pas dans Il n'y a ça. pas de volonté de puissance. Rien. Et ça, c'est un truc que je déplore depuis tout petit. Depuis que je suis arrivé en France, moi, parce qu'en fait, moi, j'ai une image positive du Noir parce qu'on vient d'une certaine famille. Voilà, c'est après, on arrive en France, qui fait qu'on a connu des conditions sociales par rapport au CPHL. Donc moi, quand j'arrive en France à l'âge de 5 ans, 6 ans, j'ai pas une image négative de l'afro-descendant. Et on sait très bien que les choses que tu vois quand tu es petit, ça t'impacte pour le reste de ta vie. Oui. Donc moi, quand je voyais un autre afro-descendant, je ne connaissais pas son pays, j'avais l'impression de voir moi. Et à l'époque, les gens, quand j'arrive en France en 94, les afros ne connaissaient même pas Haïti. Et Dieu merci, il y a eu les Fujis qui ont explosé en 96, tout le monde connaissait les Fujis. Ils se disent, ouais, je viens du même pays que Wyclef Jean, les Fujis. Ah, ok, attends, t'es un Haïtien, ok. Et j'avais une image positive. Et chaque fois que j'ai essayé de réunir des afro-descendants sur des projets, hein, peu importe. Hein. Et ouais, mais ça ne marchera pas. Peu importe le projet. Et c'est vrai que ce manque de volonté de puissance, même encore aujourd'hui, je le déplore. Même dans le salariat, on ne l'a pas. Le mec, il a atteint un poste, il a fait des diplômes, il a atteint un poste. Il dit, mais il y a des concours. Fais-le, tu as les capacités. Non, mais là, j'ai peur que... Limite, il chuchote quand il dit ça. J'ai peur que... Après, si je compostule, je vais prendre la place de l'autre. Après, ils vont être jaloux. Après, ils vont me renvoyer. Là, je suis à 2005. C'est vrai que j'ai fait un master. Je pourrais être à 4002, mais on ne sait jamais si, tu as vu, tu vois. Et ce truc-là, ce manque de volonté de puissance, on le voit même dans l'illicite, on n'a pas de volonté de puissance. On n'a pas de mafia, on n'a pas de gang. C'est la vérité. Même quand tu regardes la rue de faits divers, sur certains faits, délits, etc., attention, je ne suis pas là pour dire que c'est bien de faire des délits. Mais je te parle des délits de gens qui gagnent de l'argent, bien sûr. Mais tu vois, l'afro-descendant, il n'est pas dans ça. En gros, on n'a aucune expression de virilité. Il n'y a pas, par contre, sur la salle de sport, ou pour faire la violence entre nous, là, on l'a. Mais quand il y a la volonté de puissance, hey, venez, on fait les diplômes. Ah non, ça ne marchera pas. Ok, venez, on fait une formation. Ok. Je me suis même déjà, ça a failli même des fois venir aux mains, parce que j'ai dit à des potes, bah tiens, lis ce livre, viens, on lit ce livre. Pourquoi tu me dis de lire des livres? Mais si je t'aurais dit viens, on va en soirée, tu m'aurais dit non, pire des cas, mais tu m'aurais pas dit ça. Avec les sourcils français. Quoi. Tu vois, le fait de dire viens, on lit ce livre, pourquoi tu es en train de dire quoi là? Je lis pas de livre. Ah ouais, je suis pas intelligent. Pourquoi tu veux que je lise un livre? Tu vois, tellement le truc ça pique, on n'a pas de volonté de puissance. Et certains ils vont dire oui, non, moi je l'ai. Mais la volonté de puissance, c'est pas parce que tu es devenu riche que tu as une volonté de puissance, il y a un souci. C'est-à-dire que tous les footballeurs ont une volonté de puissance. Non, c'est pas ça. Mais tu as envie de faire quelque chose dans un domaine académique, commercial, culturel, tu as envie de faire, je sais pas, dans un musée, tu as envie de créer une école pour les afros, pour qu'il y ait des maîtres tabula puissance 10, créer une usine d'avocats, tu as envie de faire des formations comme Herman, pour que les gens puissent améliorer leur langage, le verbe, etc. C'est une volonté de puissance, ça. Mais les afros, on n'a pas de volonté de puissance. En France, en tout cas, on n'a pas de volonté de puissance. Alors on aime bien se comparer aux États-Unis. Pour moi, ça n'a rien à voir les États-Unis et la France. Même si les États-Unis, les Afro-Américains, ils ont beaucoup de problématiques, mais un Afro-Américain, tu parles d'entrepreneuriat, il va tilter beaucoup plus vite qu'un Afro-Français. Parce que là-bas, c'est la culture, etc. Et puis c'est la culture de l'argent aussi là-bas. Ici, c'est l'État-providence, plus les complexes des Afros, c'est un mélange explosif. Donc la volonté de puissance, le fait qu'on ne lise pas de livres, c'est parce que c'est un manque de volonté de puissance qui est lié à le manque de curiosité. On ne s'intéresse pas à ce qu'il y a autour de nous, on ne s'intéresse pas à notre culture, on ne s'intéresse pas à la culture du pays qui nous accueille, donc on ne s'intéresse pas logiquement aussi au monde qui est extérieur. Donc quand les gens ne lisent pas de livres, c'est lié tout ça. Et après on dit non mais c'est pas ça, tu veux que j'aille faire quoi dans les bibliothèques? Herman il le dit tout le temps, moi je le disais même quand j'étais plus jeune, les bibliothèques c'est gratuit. Et pourtant on ne voit pas que dans les bibliothèques. Quand je vais dans les bibliothèques, en majorité, je vois des personnes caucasiennes. Il faut dire la vérité. Moi je vais de temps en temps à la bibliothèque, je vois des personnes caucasiennes. Et pourtant tu peux t'inscrire gratuitement. Même quand c'est payant, c'est 10 € souvent la cotisation à l'année, tu vas à la mairie, te le donne gratuit.
Mais pourquoi on n'y va pas? À un moment, on peut pas dire, quand il y a toutes ces infrastructures qui sont mises en place et que tu n'en as pas essayé une, deux ou trois, à un moment, tu peux pas dire comme excuse, ouais, en tout cas, je parle de la France, oui, mais non, en fait, il faut comprendre le contexte. Mais bizarrement, le contexte fait que tu arrives à dépenser l'argent chez Zara, Vous Givenchy. croyez au trauma intergénérationnel Oui, l'épigénétique, bien sûr. Vous croyez? Mais bien sûr. Syndrome post-traumatique. Ouais. Mais bien sûr. Oui. Mais c'est prouvé. Non, mais c'est Avant qu'on embraye sur ce sujet, Non, moi, non, non, il y a des études américaines qui ont montré, comment les traumas se transmettent de génération en génération. Je sais C'est pas juste une croyance. Quand je vois des Nigérians qui performent, je vois des diasporas aux quatre coins du monde qui performent, ils sont afro, ils ont aussi parmi leurs ancêtres. Non, mais c'est pas parce que, attention, Ouais. c'est pas parce qu'il y a des exceptions que la règle n'existe pas. Quand on parle des Nigérians, c'est pas des exceptions. Mais Ils performent en attention. masse. Ouais. ils sont en Je te dis pas qu'il n'y a pas des femmes et des hommes qui performent. Ouais. C'est pas ce que je t'ai dit. Pour analyser une tendance, il faut prendre un échantillonnage d'individus. Tu prends un échantillonnage d'individus et tu analyses les tendances fortes et tendances faibles. Chez nous, quand tu prends une majorité d'hommes et de femmes, beaucoup, pas tous, beaucoup sont complexés. Ça n'empêche pas qu'il y en ait quelques-uns qui ne le soient pas et qui performent. Donc tu dois analyser globalement. Quand tu prends la communauté juive, Le complexe, il vient pas des gènes. mais bien sûr qu'il y a une transmission. Mais bien sûr qu'il y a une transmission. Sur l'ADN. Mais bien sûr, c'est prouvé, il y a des études. On les mettra on va les insérer pour que les gens puissent. Pour vous, attendez, c'est très important ce que vous dites. Pour vous, le fait qu'un afro se sente inférieur, ça coule dans ses veines. Non, moi c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. l'épigénétique. Non, mais écoute ce que je vais te dire. Ouais. Il y a des traumatismes Ouais. qui se transmettent de génération en génération. Il y a des études, je pourrais te les envoyer, qui ont été faites, notamment aux États-Unis. On analyse. J'ai vu ces études, c'est pas pour autant que je les ai validées. Non, mais je ne demande pas de les valider, j'ai dit qu'elles étaient faites. Oui. C'est comme Dieu. Il y en a qui croient pas en Dieu, toi tu crois en Dieu, non? On s'en fout de valider, pas valider. Chacun sa croyance. On te dit qu'il y a des études qui existent, qui expliquent que de génération en génération, des traumas sont transmis entre les pères et les enfants, entre les grands-parents et les Ah, la petits-enfants. transmission orale. Non, Pas c'est par pas, les gènes. en fait, c'est pas une transmission orale, c'est une transmission qui est liée au corps. C'est-à-dire le corps. C'est des gènes. Non, mais si tu veux, génétique, si tu veux. Vous avez du mal avec ce mot, je comprends pas. Transmission d'émotions, de ressentis et d'éducation aussi. La manière donc, dont on perçoit les Mais choses. concrètement, au on quotidien, la comment ça se transmet. traduirait? Comment ça se traduirait? Une famille où ce trauma serait transmis. Le fait d'être toujours très poli avec des personnes blanches et à la différence d'être beaucoup plus à Familial. l'aise, parfois même très Familier. mal poli avec des personnes qui nous ressemblent ou de ne pas les considérer. Ok. Ne serait-ce que ça, d'être très révérent face à des profs qui sont en train de réprimander un enfant qui n'a rien fait, au lieu de le défendre et de montrer qu'en fait on est ses parents et qu'on l'assume, le fait que, enfin, ce qu'on dit quoi. Donc je sais pas, c'est. Mais ça, c'est comportemental. Ça Mais n'a rien à voir avec les bah, gens. tout ça c'est lié en fait. Et c'est lié. Tout ça c'est lié. Je- C'est une conséquence de tous les traumatismes qu'on a pu vivre depuis Donc, en des gros, générations. un enfant afro qui vient au monde et à qui on inculque uniquement des héros et à qui on invite à se tourner uniquement vers l'excellence, à 25 ans, il va quand même observer ce type Mais de non. comportement inférieur. Mais non, regarde, je t'explique. Ouais. Tu vois, quand tu transmets un patrimoine, ce patrimoine que tu transmets, tu l'actives ou tu le désactives. Une partie. Oui, mais je te parle des comportements. Et pour activer ou désactiver, c'est l'éducation que tu donnes. Pour reprendre ton exemple, si tu as un enfant qui malheureusement a grandi sans père, comme ça arrive souvent, quand on a analysé les familles monoparentales, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien avec l'esclavage. Parce qu'il y avait beaucoup d'hommes qui étaient utilisés comme des hommes qui étaient juste là pour mettre des femmes enceintes, et ensuite ils ne s'attachaient pas à elles. Il n'y avait pas de famille qui était construite. Parce que le maître avait besoin d'avoir des femmes qui étaient enceintes pour avoir un renouvellement du cheptel d'esclaves. Donc il n'avait pas besoin qu'il y ait de famille. Donc le fait que les familles étaient détruites était profitable au maître. Et on a gardé cette transmission dans l'éducation des enfants. Raison pour laquelle beaucoup d'hommes noirs ne s'attachent pas et ne s'investissent pas. Ça, c'est de l'inconscient. C'est de l'épigénétique. C'est pas de la génétique au sens classique du terme. Je te donne de l'ADN. C'est pas comme ça. C'est de l'épigénétique, c'est dans le sens où c'est la mémoire collective qui est transmise dans un mode de fonctionnement avec un schéma qui est dysfonctionnel, qui a été fait volontairement. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux C'est dire. pas de la génétique au sens classique scientifique. L'épigénétique, il y a gène dedans. Oui, mais Ça si renvoie- tu bloques sur le mot génétique, en fait, tu comprends pas l'état d'esprit. On te dit que c'est une transmission de la mémoire. J'ai compris.
Maintenant, la mémoire se transmet soit par un récit oral, soit par un écrit. C'est de l'inconscient. L'environnement aussi. C'est de l'inconscient, c'est de l'inconscient. Ça, j'entends, mais essayez quand même, c'est possible de faire un Mémoire, effort et c'est de dire. plus par les comportements que par l'oral et l'écrit. Pardon? C'est la- Comportement. Plus par le. Les enfants vont comportement. suivre, en fait, vont Ok, observer. donc le vont Par comportement, mimétisme. la transmission orale ou l'écrit. Mais Ouais. l'épigénétique, ça renvoie d'abord à des allèles, à l'ADN, et ensuite, de Là, cet tu- ADN, il y a un déclencheur là, tu- ou pas selon l'environnement. Regarde si tu veux. Ouais. On a remarqué aux États-Unis qu'il y avait plein d'afro-descendants qui, sans l'expliquer, avaient peur des chiens. Ouais. Tu vois, il y avait des chiens, dès qu'ils entendaient des aboiements, ils avaient une réaction que le blanc n'a pas. Ça s'explique pourquoi. À l'époque, quand il y avait les nègres marrons qui prenaient la fuite, les maîtres allaient les chercher avec des chiens. Donc il y a un rapport aux chiens qui est problématique. C'est pas dire que tous les noirs n'aiment pas les chiens, que tous les noirs ont peur des chiens. On te dit que c'est, en termes de comportement, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient, qui est le fruit d'une histoire douloureuse avec cet animal. Par contre, c'est pas le cas avec le cheval, c'est pas le cas avec le chat, mais avec le chien. Et notamment à l'époque aux États-Unis, quand il y avait les manifestations, les policiers avaient des chiens pour cadrer et pour limiter le comportement des noirs. Donc ça explique le rapport conflictuel avec certains chiens. C'est pas dire que tous les noirs ont peur des chiens, que tous les noirs ont des problèmes avec le chien. Comme, Donc je te dis que comme DMX nous l'a montré dans ses clips. voilà, il y a une transmission et après Vous y c'est croyez. c'est même pas une croyance, c'est vérifié, c'est des faits scientifiques. Qui font l'objet d'une croyance ou pas, pardon. Et là où Fait on scientifique. parle- Insulte, vous dire Mais que vous croyez, je crois pas. non parce que dire Moi, je crois en Dieu. Je Non, dis, je crois. non mais en fait dire que vous y croyez pas, c'est nier la démonstration qui a été faite. Il y a des démonstrations qui ont été Il y a faites. des démonstrations aussi qui sont faites pour l'existence de Dieu, mais je sais que c'est une croyance, quoi qu'il arrive. Tout Non est mais fait pour cette ok, croyance. si tu veux, c'est une croyance, pas de Bah problème. oui, pardon. Si tu veux, non, mais si tu veux, c'est une croyance. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que Non, attends, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, j'entends souvent cet argument évoqué pour, entre guillemets, expliquer une forme d'échec. Ah, c'est pas de notre Ah faute, non. les gars, il y a des traumas. On peut Mais pas, non. c'est des traumas. Mais non. À chaque fois, toutes les Non, sources mais aujourd'hui, un- j'entends, un- ah, c'est un- des traumas. un échec, Ah, on peut pas- il est pas entrepreneur, il a échoué, il veut pas se relever. C'est des traumas, tu peux Mais pas. non. Et il bat sa femme. mais là c'est des tu traumas, non mais tu peux pas. confonds non. mais En je fait, t'assure, je non mais comprends. d'accord, mais en fait, faut Je suis faire pas en train de faire un procès ça, d'intention c'est là. des- Mais c'est souvent, c'est Donc, évoqué. il faut les traumas et les circonstances. non, faut pas faire deux choses. Ouais. Une explication n'est pas une excuse. Ça, on est d'accord. Les gens Certains l'utilisent comme explication. oui, mais expliquer l'existence de trauma, c'est pas excuser l'échec d'une personne. L'échec d'une personne, c'est d'abord le fruit de choix ou de non-choix. Mais tu dis inconscient. Mais écoute-moi, Ouais. je te dis que je te donne une explication sur le fait qu'il y ait des traumas qui soient transmis de génération en génération. Cette réalité n'explique pas les échecs dans leur globalité. Parce qu'un échec, c'est une succession Succession. de Ça raisons. fait partie d'une composante, vous dites. Exactement. Ok. Maintenant, l'existence de ces traumas n'empêche nullement l'individu de prendre des décisions en faisant attention à son alimentation, en allant à la salle de sport, en allant à la bibliothèque, en fréquentant des femmes et des hommes qui sont d'un certain niveau intellectuel, en déménageant quand on a les moyens de déménager de certains quartiers. Donc, il y a des nombres Ok. assez importants de décisions à prendre, que tu prends ou pas, et qui peuvent venir contrecarrer ton héritage. Donc, ton héritage, il est là, c'est ton patrimoine, mais c'est pas pour autant qu'il est définitif. Ok, donc l'acquis, quand même, Déterminé. on tombe d'accord avant de basculer sur une autre question. On est bien d'accord que l'acquis prime sur l'inné. Ça dépend les proportions. Ok. Ça dépend, Ça dépend tes proportions, ça dépend tes choix. Donc pour vous, l'inné est plus fort que l'acquis. Mais ça dépend tes choix, une fois de plus. Ça dépend de l'environnement. Ok. C'est une question, on s'en Ça dépend. Non, ça dépend tes choix. Ouais, il n'y a pas de déterminisme. Mais avant de basculer sur la prochaine question, on est passé un peu vite, à mon sens, sur la question du carnaval, sur lequel... J'allais revenir dessus. Hein, parce que- D'accord, ah ok. Bah ouais, parce qu'il faut savoir que la part culturelle de la lutte, chez nous aux Antilles, elle est fondamentale. Ok. Ça veut dire qu'on a, et nos ancêtres africains, à travers nous, ont survécu à travers la culture. Et finalement, qu'on le veuille ou non, Comme les négros spirituels aux États-Unis. comme les négros spirituels, il y a clairement, à travers le tambour et le carnaval, qu'on le veuille ou non, qu'on cautionne ou non, fait partie de ces survivances. Pas forcément à 100%, c'est pas à 100% afro, et c'est là où la question afrocentricité et identité afro prend tout son sens, mais il y a des survivances afro dans les carnavals et les pratiques qu'on a de faire le carnaval. Et je mets carnaval au pluriel, parce qu'il y a plusieurs formes et il y a plusieurs types de carnaval. Déjà, le carnaval que l'on observe en Martinique diffère de celui qu'on a en Guadeloupe, par exemple. Et en Guadeloupe, notamment, il y a ce qu'on appelle le mas.
le mas dont parle Omotunde, en fait, c'est cette parodie en fait de carnaval qui est éminemment revendicatrice et qui est éminemment politique. À tel point que moi je fais partie d'un groupe APO, d'un groupe AMAS qui fait du mas. Et moi, je vois on va dire le mas, en fait, on appelle ça le mas, comme un levier populaire et de revendication massif, en fait, en réalité. Il y a un fort potentiel populaire et insurrectionnel dans cette forme de carnaval qu'est le mas. Okay. Parce que ça rassemble énormément de monde. Les valeurs qu'on y porte sont éminemment évolutives. Donc on n'est pas dans un carnaval uniquement burlesque, strass et paillettes, où on est là uniquement pour les touristes et on s'exhibe pour se divertir nous-mêmes et pour divertir les autres. C'est clairement un moment où en fait le mas c'est une procession à la gloire de qui nous sommes en tant que survivants du Yovoda et du Mahafa en réalité, et avec beaucoup de composantes africaines et beaucoup de composantes politiques. Ceux qui ont initié le mouvement donc du MAS étaient clairement dans cette optique-là, à savoir Akio notamment. Aujourd'hui, Akio a fait beaucoup de petits, il y a beaucoup également qu'on peut citer qui participent à ce mouvement, et ça participe à la lutte, ça participe à la conscience. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourra y revenir plus tard si l'occasion m'est donnée, mais clairement ça participe à la lutte. Très bien. Et donc la continuité, parce on se rapproche vers la fin, je m'excuserai de t'interrompre, même si c'est très intéressant. Ce que tu nous dis pour résumer, c'est que la tenue du carnaval quelques semaines après les manifestations s'inscrit dans une forme de continuité et non pas dans une forme d'affront ou quelque part de discrédit comme ça a été. Ça peut. Tout dépend de comment on le gère, comment on l'appréhende. Tu l'as vu de manière optimiste, positive. Oui. Ok. Très bien, merci pour cet éclaircissement, parce que de l'extérieur, j'avoue que la question n'est pas aussi tranchée. On va terminer, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y aurait beaucoup de choses à dire, ouais. Manuel Valls, qui est aujourd'hui à la responsabilité, entre guillemets, politique du sort des Antilles, s'est rendu récemment sur place. Vous en avez entendu parler, je pense. Et il aurait été plus ou moins reçu positivement par, justement, les leaders du MRAP, que ce soit Rodrigue ou Aude Goussard. Qui ont salué sa présence. Est-ce que vous y voyez finalement une volonté, comme tu évoquais tout à l'heure, de s'assimiler et de rester uniquement dans une lutte des classes, ou est-ce que tu vois de façon un peu plus directe et frontale une sorte de désaveu ou de trahison, si on doit employer un mot un peu polémique? Pour l'instant, je pense qu'il est encore un peu tôt pour en décider, pour se prononcer. Okay. Moi, j'ose croire que c'est uniquement stratégique. J'ose croire en la continuité, en la persistance du mouvement prôné par le R et par le RPRAC depuis le début. Et voilà, si il faut serrer quelques poignées de main, pourquoi pas, tant que demain, effectivement, la lutte continue. Ok, très bien. C'est une volonté, comment dire, de négocier, et c'est une volonté stratégique, pourquoi pas. Mais il faudrait quand même se méfier parce que c'est répéter l'histoire une fois de plus. C'est-à-dire accepter en fait ce que l'État colon va nous donner pour calmer un petit peu les esprits. Et puis ça va recommencer encore d'ici quelques temps. Donc, à prendre avec des pincettes. Ok, merci. Quand il y a des approches comme ça qui sont faites face à de telles situations, il faut toujours faire preuve de distance et d'analyse. Il faudra de la stratégie. Après, je ne connais pas leur stratégie, je ne suis pas dans leur mouvement pour en parler. Mais il faudra de la stratégie parce que l'histoire nous a montré que les Français, quand ils veulent s'accaparer un territoire, ils utilisent tous les moyens possibles et inimaginables. La force, la ruse, la violence, la diplomatie, l'extermination, l'esclavage, tous les moyens possibles, etc. Donc, ils viennent toujours avec un plan. Ils viennent jamais avec juste comme ça. Bon, finalement, on va discuter avec vous. Il y a toujours un plan avec une option A, B, C et D. Ah oui. Et très souvent, l'option D, c'est détruire. Okay. S'il faut se débarrasser de vous, on se débarrassera de vous. S'il en restait 10, il en restera 10. Mais il faut qu'ils aient des stratégies. Je ne connais pas leur stratégie, je ne connais pas leur plan, mais en tout cas, la France, elle vient toujours avec une stratégie, avec un plan. Ok, donc méfiance. Un regard sur la venue de Manuel Valls et le fait que Aude Goussard ou Rodrigue n'ait pas blâmé ou au contraire ait salué sa présence. Tu sais, moi, je fais pas de projection sur les autres.
chacun a son agenda, chacun a ses stratégies. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour moi, les Antilles doivent devenir indépendantes. Que ça prenne 5 ans, 10 ans. Un devoir. Pour moi, c'est un devoir. Ok. C'est un devoir parce que c'est le meilleur moyen de ne plus se faire humilier par Paris. Ne plus se faire humilier par la capitale qui régulièrement envoie des Caucasiens qui pratiquent le génocide par substitution. De plus se faire humilier quand on convoque des artistes à l'Élysée, donnant l'impression qu'il n'y a pas des intellectuels antillais capables de réfléchir à la problématique, capables de réfléchir. C'est un manque de respect de fou. Tu verrais une indépendance avec les béquets ou sans les béquets? Non, mais si les béquets veulent rester, ils restent. Ok. En fait, l'indépendance, c'est quoi? C'est juste que la majorité détermine son mode de vie, Ok. détermine son mode de fonctionnement. C'est plus des mecs qui sont à Paris ou au Quai d'Orsay qui décident pour eux. Ok. Donc une À 8000 indépendance kilomètres. avec à sa tête économique des béquets. Non, mais si les béquets veulent rester, ils restent. C'est pas le problème. Le but, c'est pas de les jeter par-dessus bord. Non mais je pose la question. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage que je vais vous lire en guise de clôture. Non, mais regarde, je t'explique moi comment je vois les choses. Pour moi, le béquet, c'est pas le problème. Ok. Alors juste je retiens 2 secondes là-dessus, qui est très important. C'est une transition parfaite. Parce que Césaire a une position à ce sujet assez intéressante, qui revient, qui fait aussi écho à ton propos. Passant plus outre, je ne fais point mystère de penser qu'à l'heure actuelle, la barbarie de l'Europe occidentale est incroyablement haute. Surpassée par une seule, de très loin, il est vrai, l'américaine. Et je ne parle pas d'Hitler, ni de garde chiourne, ni de l'aventurier, mais du brave homme d'en face, ni du SS, ni du gangster, mais de l'honnête bourgeois. En l'occurrence, on peut dire le béquet. La candeur des Léon Blois s'indignait jadis que les escrocs, les parjures, les faussaires, les voleurs, les proxénètes fussent chargés de porter aux Indes l'exemple des vertus chrétiennes. Le progrès est qu'aujourd'hui, c'est le détenteur des vertus chrétiennes qui brigue et s'en tire fort bien l'honneur d'administrer outre-mer selon les procédés des faussaires et des tortionnaires. Signe que la cruauté, le mensonge, la bassesse, la corruption ont merveilleusement mordu l'âme de la bourgeoisie européenne. J'ai voulu lire ce passage puisqu'on a appris récemment que finalement les prix continuent encore d'augmenter. Que malgré tous les mouvements, malgré entre guillemets les tables rondes, ça ne cesse de croître. Donc ça renvoie à cette idée de mensonge, de faussaire, de Dupré. Oui. Et ça vient, je te rends la parole, à la question, est-ce que, et là tu es peut-être le mieux placé pour pouvoir nous répondre, dans l'imaginaire, dans la conscience, je ne vais pas dire dans l'ADN, on n'est pas dans le racialisme, mais du, entre guillemets, béquet, il y a cet impératif de dominer racialement le dit afro. Ouais, clairement. Ok. Clairement. C'est son oxygène. C'est sa raison d'être. Oui, c'est comme ça que. C'est pas juste un combat économique pour lui, c'est aussi je suis le blanc, il faut que les noirs travaillent pour moi et que je leur purge, comme j'emploie l'expression d'Aude Goussard, on m'a dit, il y a une purge, on purge les pauvres. Clairement, on parle de la lutte raciale depuis le début, et c'est clairement ça. Personne ne peut prendre la place des uns et des autres. Chacun est déjà dans son rôle. C'est déjà pas facile de faire ce qu'on a à faire pour soi. Si tu veux avoir une discussion avec une élite antillaise, et pour voir si l'élite antillaise elle a trahi le peuple ou pas, demande-lui de qualifier l'État français. Tu as beaucoup d'élites antillaises qui disent pas que c'est une colonie, qui ont du mal à employer le mot colonie, alors que tout passe par la métropole, alors que c'est la métropole qui décide. Donc déjà, le vocabulaire qu'ils vont employer va te permettre de savoir dans quel camp ils se trouvent. C'est pour ça que on est dominé parce que nos élites, dans leur grande majorité, sont des traîtres, sont des corrompus, qui ont accepté la domination blanche, qui ont accepté d'être soumis à l'autorité blanche. Et nous, on s'inscrit dans une rupture avec ça. C'est pour ça que moi, j'ai autant d'élites noires qui me combattent. Moi, la plupart des blancs ne me combattent pas parce qu'ils savent qui je suis. Mais c'est les noirs qu'ils envoient me combattre, avec qui j'ai des problèmes, qui trouvent que je suis trop virulent, qui trouvent que je vais trop loin dans mes propos. Alors en réalité, je ne dis pas le quart de ce que disait Césaire, ou que ce que disait Cheikh Anta Diop. Tu vois, je ne dis même pas 1/10 de ce que pouvaient dire ces monuments. Mais le fait qu'aujourd'hui, je ne m'inscrive pas dans une logique de divertissement, d'abrutissement des miens, que je vienne avec un discours bien clair, que j'appelle un chat, c'est-à-dire que la France est un État colonial qui pratique la domination raciale sur les territoires d'outre-mer, que ça plaise ou pas, qu'on m'enlève mon passeport ou pas, qu'on m'enlève ma carte d'avocat ou pas, je le dis, que ça plaise ou non, tu vois. Le problème, c'est que entre nous, on n'est pas capable. Tu n'as pas peur des retombées? Quelle retombée, Tu sais bien, quand je pose des questions, c'est que derrière, j'ai d'autres questions.
C'est que dans le sens où on en avait déjà parlé, je renvoie toujours à Machiavel, le lion ou le renard. Tu peux vouloir rugir publiquement, mais si les retombées sont conséquentes, peut-être est-il préférable de ruser et de tenir, en tout cas certains propos, d'éviter de les tenir pour ne pas t'attirer certaines foudres institutionnelles. Mon frère, Dans le but d'agir de façon plus efficace sur la durée. mon frère, ce système a vendu mes ancêtres. A dit que c'était des biens meubles. Les a vendus publiquement sur des places marchés. A dépecé des femmes et des hommes. A violé des enfants. L'Élysée appartenait à un négrier, mon frère. Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Et je viens d'une histoire où on a fait le pire qu'on puisse faire à un être humain. Oui. On l'a vendu, on l'a chaudifié. Moi, je suis pas de ces négros qui vivent pour des subventions. Tu t'adresses pas aux bons nègres. Faut demander ça aux macaques qui sont là et qui ont besoin d'eux pour exister. Moi, je suis pas de cette race-là, mon frère. Regarde ce qu'il y a derrière toi. Je dis pas le contraire. Je dis juste, je dis pas moi à ce niveau-là, ma prise de position. Je dis dans un monde mondialisé, qu'on le veuille ou non, l'élite française est connectée à l'élite américaine, qui est connectée à l'élite anglaise, à l'élite chinoise, japonaise et africaine, et que ce que toi tu vois comme une lutte des races, eux ils le voient uniquement comme une lutte des classes. La lutte des classes est liée à la lutte des races. Attends, ça c'est ce que tu dis, mais on a étudié Christopher Lasch qui me dit autre chose, et quand on observe, Dangote, il est plus proche d'un Bolloré ou d'un Bernard Arnault que de toi ou de moi, hein. Pardon de le dire aussi brutalement, c'est factuel. Oui, aujourd'hui, un milliardaire afro, ouais, il a que faire, de ce qui se passe au fin fond de Lagos, sinon il n'y aurait pas, des... Pour revenir à ce que tu disais, je dois avoir peur de quoi? Non, je dis juste d'un point de vue stratégique. Ouais. Est-ce que ton ambition, c'est d'être juste un martyr qui dit les choses fort, qu'on dit « Ah, t'as parlé fort, c'est bien de Beko, force à toi », mais que demain, finalement, hélas, on ne te le souhaite pas, donc je ne veux pas finir ma phrase. Ou alors, sur certains points, je n'ai pas dit surtout te baïonner, t'es avocat, sur certains points, dire « Ok, stratégiquement, ça ne sert à rien, surtout que je suis dans le ventre de la bête, d'aborder ces sujets. En revanche, ça ne m'empêchera pas d'être actif de façon plus efficace, en mobilisant, en réunissant à l'échelle de la société civile, de façon à ce que dans 10 ans, dans 15 ans, je puisse cette fois-ci parler fort parce que j'aurai constitué avec moi toute une nouvelle génération de penseurs animés d'une volonté de puissance. Mais en fait, pour aller dans ton sens, moi je fais les deux. C'est-à-dire je crée, exemple la librairie africaine, et je dis ce que je pense à l'État colonial. Et si demain il doit arriver ce qui doit arriver, la librairie continuera. La librairie ne dépend pas de moi. Tu sais ma position. J'ai pas créé un espace personnel. J'ai créé un espace pour ma communauté. Donc que je sois là ou pas, ça continuera sans moi. Donc tout ce que j'ai mis en place dans ma vie continuera indépendamment de ma personne. Parce que j'ai pas créé ça pour moi, j'ai créé ça pour les miens. Donc pour toi, toutes les vérités sont bonnes à dire publiquement. C'est ça le sujet de fond. Mais ces gens-là nous pissent dessus, mon frère. C'est pas ça. Ma question, c'est pas ça. Est-ce que selon toi, toutes les vérités sont bonnes à dire publiquement? Je te donne un exemple pour pas qu'on me comprenne bien. Parfois, certaines vérités qui peuvent faire mal à un chef d'État, si tu lui dis en catimini, il peut davantage l'entendre et entendre ta proposition que si, à l'inverse, tu l'as dit publiquement, où là, c'est son honneur. Au-delà même de sa responsabilité, c'est son honneur personnel, parce que sa femme a pleuré quand elle a entendu ça, parce que ses enfants, on l'a vu à plusieurs reprises. Mais l'État français ne comprend que le rapport de force. C'est dans l'histoire de France. C'est-à-dire, Toussaint Louverture, il avait écrit avant de passer à l'acte. Ça va marcher. Il a été contraint de prendre les armes pour libérer Haïti. Mais il y avait eu des écrits, il y avait eu des négociations en amont qui n'ont pas abouti. Donc quand tu es dans une logique bienveillante, dans une logique pacifiste, de trouver un terrain d'entente, l'État français ne veut pas. L'histoire le montre. Okay. Donc à un moment donné, soit tu te plies, soit tu te rebelles et tu prônes ton indépendance. Donc tu rejoins Césaire quand il dit que l'indépendance ne peut se faire qu'au prix du sang et des cadavres. J'aimerais ne pas en arriver là. J'aimerais qu'il y ait un processus d'indépendance qui soit mis sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, et qu'au bout de ce divorce, on reste en bon terme. Hein. Mais tu n'y crois pas. Moi j'aimerais. Non, mais en fait, c'est pas que je n'y crois pas. Moi j'y crois si et seulement si la majorité afro la réclame. C'est-à-dire que la majorité des Antillais disent on veut être indépendant. L'État français n'aura pas le choix. Mais la majorité des Antillais n'en veulent pas. Ils sont résignés. Ils sont des résignés réclamants.
C'est pas exact, c'est pas tout à fait exact, mais continue. Mais le problème, il est là. C'est qu'en fait, il faut sortir de la résignation. Et vous êtes d'accord avec l'idée que toutes les vérités, même les plus sensibles sur le terrain politique, sont bonnes à dire publiquement? Je suis en partie d'accord avec toi et avec Mbeko. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a des gens qui peuvent agir dans l'ombre et d'autres qui doivent être mis en avant. Donc il y a certaines choses que, par exemple, certains leaders, certains propos, ils peuvent tenir certains propos publiquement, et il y a des gens qui veulent agir dans l'ombre pour pouvoir s'organiser, etc. Donc moi je suis un peu sur les Tu ne pas. Non, c'est pas que je ne me mouille pas, c'est que des fois il faut savoir parler de stratégie dans certaines situations. Comme par exemple Kémy Séba, quand il a brûlé le passeport, c'est parce que pendant des années, des décennies, il a mis en place des choses qui ont fait que, une fois qu'il aura plus le passeport français pour pouvoir circuler librement dans tous les pays, etc., ben, en fait, qu'il puisse quand même se débrouiller pour pouvoir faire ses actions. Donc c'était une stratégie, il ne l'a pas fait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Je pense que c'était mûrement réfléchi des années auparavant, par exemple. Je pense qu'il faut savoir être frontal la plupart du temps. Parce que ça fait un moment en fait, qu'on est dans cette lutte. Il faudrait qu'à un moment donné, on puisse voir le jour, voir la lumière en fait. Donc je pense qu'il faut être frontal. Et pour moi, la politique de la terre brûlée, ben, ça a un impact fort. Donc c'est un peu un parallèle que j'ai envie de faire avec ça. Politique de la terre brûlée. Oui. Oui, je rejoins tout ce qui a été dit. Il y a 2 points. Là, sur la stratégie, effectivement, c'est important de rester stratégique. Mais effectivement, pourquoi les ménager aujourd'hui dans nos défis qui sont les nôtres? Les ménagers. Qui a parlé de ménager qui que ce soit? Non, je me permets de dire ménager dans ce cas-là. Non, parce que ménager, c'est un mot fort. C'est avoir le souci de la sensibilité. C'est ça. Moi, je l'ai un peu compris comme ça et ça peut être ça aussi. Mais je prends un exemple qu'on me comprenne encore mieux. Le président chinois, il fait bien comprendre aux Américains que Taïwan reviendra à la Chine. Pourtant, il ne le dit pas de manière crue et directe. Il a un rapport de force qui fait que... Mais justement, il pourrait le dire, puisqu'il a les moyens militaires. Quand tu as le rapport de force, tu fais ce que tu veux. Tu peux le dire de manière forte, vocalement, comme tu peux ne rien dire. Si quand tu as les moyens militaires forts, tu ne le dis pas, peut-être que ça indique aussi un modèle duquel on peut s'inspirer. Mais après, il y a des enjeux financiers. Oui. C'est pour ça que les Chinois et les Américains font très attention. La dette américaine, elle appartient aux Chinois. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention dans l'interaction. Sauf que nous, moi je prends l'exemple de l'État français. Oui. L'État français nous pisse dessus en nous faisant croire qu'il pleut. Donc moi je veux bien... Et qu'est-ce que ça change brutalement? Mais moi je suis pas changer sa façon de pisser. Moi je suis pas brutal pour l'État français, je suis brutal pour les miens. Le nombre de gens qui se réveillent. Mais tu viens de le dire tout à l'heure que certains n'osent pas parler d'État colonial quand ils parlent de la France. Mais je parle pas des élites corrompues, moi. Je te parle des miens qui sont dans le marasme mais qui n'ont pas conscience de ce qui se passe. Cette émission, c'est pas pour Macron. Macron ne va pas la regarder. Non, je parle pas de Macron là. Je parle de manière générale. Pourquoi je suis brutal avec l'État français? Pas pour l'État français. Pour les frères et les sœurs qui ont cru que l'État français était là pour eux et qui commencent à réaliser, à ouvrir les yeux. C'est pour eux que je le suis. C'est pas pour l'État français. C'est pas pour moi. Quand tu veux ouvrir les yeux à des personnes que tu estimes qui ont été induits en erreur, la brutalité, elle n'est pas contre celui que tu vises. Elle est pour ceux et celles qui sont dehors et qui croient aux chimères et aux mythes qu'on leur a vendus. C'est pour eux que je travaille, moi. Là, on se rejoint. Quand Césaire il écrit discours sur le colonialisme, c'est pas pour les Européens qu'il écrit ça. C'est pour les Noirs qui n'ont pas conscience de ce qui se passe. C'est pour réveiller les masses de chez lui. Après, s'il y a des Occidentaux qui lisent et qui se reconnaissent très bien, mais c'est pas pour eux qu'il a écrit. Moi, ma démarche, elle est très claire. Je m'adresse aux miens. Ça, on est d'accord. Moi, je parlais, on s'arrêtera là-dessus, des vérités sur le plan géopolitique qui peuvent être sensibles. Pourquoi les dire publiquement alors qu'on peut les dire... Mais parce que beaucoup des nôtres n'ont pas conscience. Beaucoup des nôtres n'ont pas ce degré d'information que tu peux avoir, qu'il peut avoir, qu'elle peut avoir, que nous pouvons avoir. Il faut comprendre que beaucoup des nôtres n'ont pas encore accès à tout ça. Oui, mais tu peux leur faire comprendre de façon indirecte par des actions ou par justement des chemins à suivre qui les mènera à la même conclusion. Ça, moi, mais bon, ça c'est des petits. On discute du sexe aux anges. Les personnes à qui on demandait de lire et qui ne lisaient pas, c'est un peu le même process.
C'est-à-dire qu'on aura beau leur parler, elles vont pas comprendre. Donc, leur dire certaines choses. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre. Des fois, il faut dire crûment, des fois. Des fois, il faut dire crûment les choses. Clair, ce qui Parce que t'a été sinon, clair, il n'y a pas de réaction. C'est vrai. Il n'y a pas de Bien sûr. compréhension. Bien sûr. Si vous le dites. Moi, je suis d'une autre école à ce niveau-là. Je suis plus d'école Machiavel et l'utilisation de métaphores, de ruses pour atteindre certains objectifs sur le long terme, j'entends. Moi, c'est surtout en permanence sur le long terme parce que des martyrs, on en a eu, et là, ça ne s'est pas toujours soldé au lendemain de leur décès par un éveil de la population. Mais je Parce que préfère- c'est quoi la différence entre les martyrs et par contre ce que je fais moi? Les martyrs, bien souvent, ils n'ont pas laissé d'institution. Ils sont partis et ils avaient tout misé sur eux. Nécessairement, quand ils partent, il n'y a plus rien. Parce que leur force, c'était leur parole. Mais quand tu crées des institutions, quand tu pars, ça change rien. Non, là, oui, si tu crées des institutions. Pour moi, c'est ça qui fait la différence. Ouais, c'est vrai. Tu pars, tu as des institutions. Ça ne changera strictement rien. Tu crées des écoles, tu crées des centres de Ah, mais formation. là, on est d'accord, mais justement, il faut le temps. C'est pour ça que j'ai dit sur le long terme. Si dès le premier jour où tu ouvres ton école, directement, tu mets en accusation telle ou telle grande puissance, la durée de vie de cette institution est mise en péril. C'est tout ce que je dis. Mais imaginons demain, je prends une balle. Ouais. La librairie africaine continue, frère. Ça, Dieu seul le sait. Tu sais, on va pas se mentir, Dieu seul. Si on fait des institutions comme ça, c'est pour ça. Frérot, c'est-à-dire que toi, c'est pas fiable. Non, c'est pas Parce ça. que moi, j'ai dit publiquement, si je pars, continuez. Non, c'est- Si toi, tu commences à dire, ouais, Dieu sait, c'est-à-dire que toi, c'est bizarre. C'est pas ça. Non, c'est pas ce que je dis. Là, on va pas ramener ça à nos personnes respectives. Je dis juste que réellement, une institution ne peut pas s'appeler institution en quelques mois. Une institution s'appelle institution au bout de 5 ans, au bout de 10 ans. C'est pour ça que je te dis que si demain, moi, je meurs prématurément, on dit, ouais, c'est pareil dans son sommeil. J'ai bu un verre de bissap et c'est. Bissap empoisonné. Bissap empoisonné, je me réveille pas. Frère, vous avez les codes pour continuer. Après, si vous continuez pas, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai. C'est pour chercher des excuses. On va pas rentrer dans les détails, mais on sait très bien que ce qui se passe en coulisses entre nous, c'est pas aussi simple que ça. L'institutionnalisation, frère, tu sais, le sens du sacrifice, ou à l'échelle de notre communauté. Mais non, mais je te parle de toi, moi je me parle des autres. Gros, moi si je suis plus là demain. Aucun projet d'envergure ne peut être mené seul. Mais j'ai Ça, pas dit. on est d'accord ou pas? Mais j'ai pas Tu dit. peux recruter des gens. Attends, je pas dit que t'étais seul. Il y a des jeunes qui savent. Regarde, Regarde le rectifié. C'est très bien ça, je veux dire. Non, peut-être pas au courant. C'est parce qu'il sait de quoi je parle, mais je vais pas rentrer dans les détails. Frérot, si je meurs demain, Dieu m'en est témoin, il y en a plein qui vont venir prendre le relais, ils vont continuer mon frère. Ok, d'accord. T'inquiète pas, Ok. il y a des soldats, moi ils vont venir. Même mes petits refs, ils vont venir, ils vont payer. On joue à la plaie, là? Non, pas deux petits refs, mes petits refs adoptifs, pas mes vrais petits refs, eux sont morts. Je tiens quand même à dire que le sens du, ça c'est un point rapide, le sens du sacrifice individuel au service du collectif, la société de consommation, l'a fait voler en éclats. Il y a encore 50 ans, on se sacrifiait pour sa nation, pour sa religion, mais à l'échelle de l'Occident, ça a disparu au profit de l'amour, au profit du couple. Ça a des vertus, hein. Néanmoins, sur des causes comme les nôtres, c'est moins évident. Ça peut aussi expliquer les raisons pour lesquelles l'État se dit « Oh, bon, c'est bon, de toute façon, ils sont disséminés dans des délires, dans des divertissements, en gros, dans leurs cellules individuelles. » Je referme la parenthèse. Si vous aviez une conclusion à adresser à un jeune qui, justement, comme ça, serait encore en alerte ou chercherait à savoir ce qui se passe aux Antilles et comment œuvrer en vue de l'obtention d'une indépendance. Parce que là, on a reçu des indépendantistes. Quelle serait la suggestion face caméra là-bas, s'il te plaît? Moi, je vais terminer par une citation d'Aimé Césaire dans justement un discours sur le colonialisme. La décolonisation, ce n'est pas une affaire de simple plaisir, c'est avant tout une nécessité morale et historique. La décolonisation, c'est la manifestation de l'humanité face à l'injustice. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je te remercie. Je terminerai par une citation de Sékou Touré. Oui. La pauvreté dans la liberté plutôt que la richesse dans la domination. C'est vrai. Merci. Moi, je terminerai par une citation de moi. Voilà. Le ou la mort. Il faut se battre. Il y a des sacrifices. Des fois, ce sera doux. Des fois, ce sera difficile. Des fois, ce sera très difficile. Il y en a certains qui vont perdre. Il faut faire des choix dans la vie. Souvent, les francophones aiment bien prendre l'exemple d'Haïti. Mais les Haïtiens, ils sont battus. Les Haïtiens, même quand il est pauvre, les ancêtres, ça lui donne une ferveur, en fait. Battez-vous pour vous-même. Pour vos intérêts, battez-vous pour vos sens, pour votre histoire. Et voilà. L'union fait la force. Et libérer la Guadeloupe, Haïti. Et voilà. Très bien, je te remercie.
Lire ou mourir. Et pour ma part, je m'inscris un petit peu dans le mot d'Aimé Césaire, qui ne se réclamait ni de l'autonomie ni de l'indépendance, mais de l'émancipationniste. C'est ce qu'il évoquait. Et à travers ce mot, moi, je vois la nécessité à l'échelle individuelle de se renforcer. Je crois au pouvoir de l'entrisme, à savoir occuper les lieux de décision. Qu'on le veuille ou non, il y a encore aujourd'hui des lieux de décision qui se situent, que ce soit à New York ou à Washington, que ce soit à Paris. Ces lieux de décision-là, le meilleur exemple sur l'efficacité, c'est le féminisme. Le féminisme, il y a 30 ans, les femmes n'avaient pas voix au chapitre. Aujourd'hui, elles ont fait marcher au pas une grande partie des sociétés occidentales. Pourquoi ? Par l'entrisme, parce que individuellement, tel devient juge, tel devient ministre, tel devient trader, tel devient patronne du FMI et j'en passe. Donc l'entrisme, pour y accéder, c'est ce renforcement individuel, la connaissance, devenir un expert. Un expert. Si au niveau des Antilles, certains dossiers avancent, c'est pas des experts qui l'ont porté, je pense notamment au rapport Ajar, même s'il n'a pas abouti. Donc ce sont la réunion des experts dans des lieux clos, pas forcément sur la place publique, les manifestations c'est bien pour l'émotion, mais pour l'action, pour peser sur le chemin de l'histoire, les experts, Team Congo en est un des exemples, ils sont venus avec un rapport, on est encore loin du compte évidemment de la solution, néanmoins les experts se réunissent et agissent efficacement. En un mot, lire pour construire, lire pour s'émanciper, lire pour se renforcer et ensuite pour se rassembler. L'union, non pas fait la force, mais c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Et la force se trouve dans la connaissance, dans la transmission et dans le débat contradictoire. Nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé tous les aspects de cette question. Nous nous excusons si d'aventure nous avons pu froisser tel ou tel parmi vous. Ce n'était pas l'intention. Uniquement, notre volonté était dirigée vers allumer, stimuler et inspirer. Inspirer la nouvelle génération vers la prise en charge, vers une volonté de puissance, laquelle commence par une volonté de puissance intellectuelle. Lisons pour devenir ou mourons. À très bientôt.